Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce 17e numéro d'Hebdo Show. J'ai le plaisir ce soir d'être accompagné toujours de cette fabuleuse équipe que j'ai maintenant appris à bien connaître. Nassima Abdelrahman, bonsoir Nassima. Bonsoir Nurhed, bonsoir à tout le monde. Sami Qaidi est également avec nous, salut Sami. Bonsoir et je me permets aussi de saluer l'ensemble de téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Faisal Matawi est également autour de la table, bonsoir Faisal. Bonsoir Noël. Mahdi Ghazar est également avec nous. Bonsoir fabuleuse animatrice, merci de nous recevoir. Bonsoir Mahdi. Et puis on a également Fouad Chergui avec nous, bonsoir Fouad. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors au sommaire ce soir, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a effectué un remaniement ministériel, un nouveau gouvernement à portée stratégique qui est orienté vers l'action diplomatique. L'affaire Kamal Daoud fait couler beaucoup d'encre et Saada Arban, soutenue par l'Organisation nationale des victimes du terrorisme, porte plainte contre l'écrivain algérien et son épouse. Nous examinerons également les raisons de l'acharnement médiatique français de l'extrême droite et du lobby sioniste contre l'Algérie suite à l'arrestation de Boualam Sansal. Nous reviendrons également sur les mandats d'arrêt émis par la CPI contre Benyamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés dans les territoires palestiniens occupés et notamment à Gaza. Et puis en dernière partie, nous aurons avec nous Nariman Zekar et Sid Ahmed Khaddis pour nous faire un petit focus sur la rencontre Algérie-Libéria qui s'est tenue à Tizi Ouzou, plus exactement au stade Hossein Ait Ahmed, une rencontre qui a suscité un enthousiasme populaire et un élan patriotique extraordinaire. Et on commence avec l'actualité, donc, et cette activité présidentielle, mesdames et messieurs. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce lundi la sous-secrétaire d'État américaine à la sécurité, la démocratie et aux droits de l'homme, Ezra Zia, ainsi que la sous-secrétaire d'État aux affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf. C'était en présence de hauts responsables algériens et en présence aussi de l'ambassadeur d'Algérie à Washington, à savoir Sabri Boukadoum. C'était l'occasion de passer en revue les relations entre les deux pays, notamment les relations diplomatiques entre les deux parties, qui s'emploient donc à renforcer dans le but de relever les défis que connaît la région. Regardez. Assalamu alaikum, masal khair, good afternoon. أتقدم بخالص التقدير والامتنان إلى السيد الرئيس تبون على الاستقبال، كما أشكره على اللقاء الذي دار بيننا حيث قمنا بتقييم العلاقات الثنائية بين بلدينا خاصة في المجال الأمني، وهنا أكدنا على الالتزام سويا والعمل سويا من أجل ترقية الحريات الأساسية والعمل على ازدهار البلدين. كما أشرنا إلى التقدم التاريخي الذي تم إحرازه بين البلدين في مجال التعاون التجاري وكذا مكافحة المخدرات والإرهاب والاتجار بالبشر. وفي هذا السياق نشيد بتوطيد العلاقات الثنائية بين شعبينا مع تقوية العلاقات الدبلوماسية للبلدين من خلال الالتزام والعمل على رفع تحديات المنطقة. وفي هذا الشأن نشهد مستويات تاريخية لتنامي ظاهرة النزوح القسري، وعليه فإننا نرحب بالقيادة الجزائرية التي تعمل جاهدة على حل مسألة الهجرة غير الشرعية بطريقة آمنة وسلسة وإنسانية. نعلم جيدا أن شراكتنا الثنائية جد مهمة لاستقرار وأمن وازدهار شمال إفريقيا والساحل وما جاورها، وعملنا الثنائي يزداد قوة بما أننا متفقين على تثمين حقوق الإنسان. Voilà, c'était donc Ezra Zia, sous-secrétaire d'État américaine à la sécurité civile, la démocratie et aux droits de l'homme. Et la veille, donc dimanche, c'est Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, qui a reçu un appel téléphonique d'Anthony Blinken, donc secrétaire d'État américain. Les deux parties ont évoqué plusieurs questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Il y a eu notamment les développements au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Alors Sami, les Américains, on l'a vu, ils mettent les bouchées doubles pour un règlement de la situation au Proche-Orient. Notamment donc au Liban, et ce avant l'investiture de Donald Trump. Oui, tout à fait. Il y a, on peut dire cela clairement, un accroissement des visites diplomatiques et à haut rang
de diplomates et responsables américains à Alger. La visite de Madame Zeya est extrêmement importante. Cette sous-secrétaire à la sécurité civile, à la démocratie et également aux droits de l'homme est venue parler aussi de l'état des relations bilatérales entre Alger et Washington. Elle a dit aussi des propos extrêmement forts. Elle a souligné le fait que la coopération entre Alger et Washington est essentielle à la sécurité et à la stabilité ainsi qu'à la prospérité de la région, c'est-à-dire à l'Afrique du Nord et le Sahel. Elle a parlé aussi de la consolidation des liens sur le plan humain entre Alger et Washington, donc qui ne reste pas uniquement sur un plan politique et diplomatique. Elle a parlé de l'engagement aussi des communs entre les deux capitales à somme toute, développer et promouvoir les libertés fondamentales et les droits de l'homme. Il y a un point qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'elle a salué les efforts de notre pays et qui s'emploie à résoudre la question des migrations clandestines de façon fluide, humaine et sûre. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces propos détruisent et démontent ceux de certaines officines et autres groupuscules qui tentent d'accuser notre pays de maltraiter les migrants clandestins du reste du continent. Donc cette déclaration est extrêmement importante. Elle vient aussi parler de la rencontre qui permet d'évaluer aussi les voies et moyens de développer les relations bilatérales. Et cela me permet, si je puis dire, d'aller sur l'appel téléphonique de Blinken, donc Anthony Blinken, qui est le secrétaire d'État américain et qui a contacté le 16 novembre dernier le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Cet appel était extrêmement fructueux parce que tout d'abord, il a réitéré les félicitations du président américain Joe Biden à la réélection de notre président, Abdelmajid Tebboune, pour un second mandat. Il a permis aussi, enfin pour les deux parties, de se satisfaire de l'intensification du partenariat stratégique ainsi que d'aborder certaines questions très importantes pour les deux pays qui sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'instar de la situation à Gaza au Proche-Orient et ainsi que la question du Sahara occidental occupé. Oui, tout à fait. Il s'inscrit aussi, il faut le rappeler, que l'Algérie est un membre non permanent du Conseil de sécurité. Effectivement, sachant que l'Algérie, parmi ses priorités, ses préoccupations, c'est la situation au Proche-Orient et son soutien inconditionnel à la question palestinienne. Donc, la communication s'est focalisée effectivement sur les points les plus importants. C'est un échange de points de vue. Un échange de points de vue et le soutien de la question palestinienne et dénoncer un petit peu tout ce qui se passe dans cette région et la solidarité aussi exprimée par l'Algérie à l'égard du Liban et de ce qui se passe au Liban. Il faut souligner que l'Algérie a toujours lutté et soutient, elle est solidaire d'une paix, mais une paix juste. Effectivement, comme vous venez de l'évoquer, Samy, parmi les points sur lesquels ils ont échangé, c'est la question du Sahara occidental. D'ailleurs, il y a l'envoyé spécial de l'ONU, Staffan de Mistura, qui a été dépêché dans la région pour éventuellement essayer de trouver un consensus auquel répondra la concrétisation réelle d'une paix et d'une stabilité dans la région. Il a été aussi le cas d'une opération de maintien de la paix à Haïti. Et un autre point qui est fondamental, c'est les liens économiques entre Alger et Washington et qui ne cessent de se renforcer. Il faut rappeler qu'il y a à peine une semaine, notre pays a signé avec le département américain de l'agriculture un accord assez novateur dans l'importation pour la première fois de vaches laitières dans notre pays. Samy, juste pardon, Faisal, juste pour finir avec ce point par rapport à la communication, c'est que l'Algérie et les États-Unis, il y a toujours eu ces relations bilatérales qui s'inscrivent dans le plus grand respect et dans l'échange en permanence, qu'il soit d'ordre politique, économique et culturel. Voilà. Moi, je pense que la visite de Madame Ouzra Zeya, qui est donc
secrétaire d'État, sous-secrétaire d'État chargé de la sécurité civile, de la démocratie et des droits de l'homme, et avec Madame Barbara Leaf, qui est donc secrétaire d'État chargé du Proche-Orient. Cela arrive pour la première fois. Par le passé, les sous-secrétaires d'État venaient seuls. Là, ils sont venus les deux. Pourquoi? Parce que la situation l'impose. Et Mme Zeya a eu une phrase très importante en parlant du partenariat solide, important entre les États-Unis et l'Algérie pour la stabilité, la sécurité, le développement de l'Afrique du Nord, Et la prospérité aussi. du Sahel et du voisinage. Ça veut dire que les États-Unis rappellent, encore une fois, que l'Algérie est un partenaire stratégique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient des États-Unis. Cela est souligné notamment par le fait que tous les responsables et les hauts patrons de l'AFRICOM, que le commandement militaire américain pour l'Afrique, qui n'est pas encore basé en Afrique, mais à Stuttgart en Allemagne, sont venus. Le dernier, c'est le général l'anglais, Michael, qui est venu en juillet dernier, qui a été reçu par le président Abdelmajid Tebboune pour parler de ce dialogue. Parce qu'il y a un dialogue stratégique entre l'Algérie et les États-Unis depuis longtemps, qui prend en compte, comme l'a souligné Samy, plusieurs aspects, dont la lutte contre les migrations clandestines, la lutte contre le trafic de drogue, rappelé par Mme Zeya, et la lutte contre effectivement la traite des humains, tous les phénomènes que connaît la région du Sahel et du Maghreb. Et donc les États-Unis comptent sur ce partenariat avec l'Algérie, parce que l'Algérie a des forces armées solides, a une stratégie antiterroriste très forte et sécuritaire importante. Donc tout ce partenariat, et effectivement, ça déjoue, comme l'a souligné Samy aussi, tous ceux qui disent que probablement qu'il n'y a pas de bon rapport avec les États-Unis parce que l'Algérie est un partenaire stratégique d'autres puissances comme la Chine ou la Russie ou l'Iran, mais ça prépare aussi l'avenir, parce qu'il y a une administration qui va arriver en janvier prochain. Cette visite prépare un peu les prochaines relations entre les deux pays, et ça souligne que ces relations ne vont pas être atteintes avec l'arrivée du président Trump à la Maison-Blanche. Très bien, on reste en Algérie. Pardon, très rapidement, par de telles déclarations, les États-Unis sont en train de rappeler le fait que notre pays est un pays pivot et la puissance régionale par excellence. Voilà. Très bien, alors on reste donc en Algérie. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu mercredi la directrice exécutive du secrétariat continental du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, donc le MAEP. Il s'agit de Madame Marie-Antoinette Rose IV, suite à sa prestation de serment devant donc, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, en sa qualité de président du Forum des chefs d'État et de gouvernement de ce mécanisme. M'a dit sur les affaires africaines, l'Algérie déploie de grands efforts. Le président Tebboune a mis l'accent justement sur l'impératif de continuer à travailler avec abnégation pour mettre l'Afrique sur la voie de la paix, de la stabilité, du développement, mais aussi la prospérité du Sahel. L'Algérie, avec le président Abdelmajid Tebboune, a décidé de redevenir le grand pays qui aide, qui collabore et qui soutient tous les pays africains. Le président Abdelmajid Tebboune est concentré à l'évolution et surtout au succès de la nouvelle Afrique, après la nouvelle Algérie comme slogan de notre pays, à la nouvelle Afrique où justement l'Afrique doit reprendre sa place, de puissance continentale en devenir. Nous sommes toutes et tous ici autour de la table convaincus que le futur du monde passe par l'Afrique. L'Europe est en déclin, l'Europe économique sur un plan de vue économique est en déclin, l'Europe sur un plan de vue démographique est en déclin. L'avenir, c'est l'Afrique. Il faut que l'Afrique reprenne la position qui doit être la sienne, ça veut dire une grande puissance continentale. Et le président Abdelmajid Tebboune met tous ses efforts pour justement donner un essor à cette nouvelle Afrique où nos partenaires pourront développer leur économie, pourront développer les différentes sociétés et travailler de pair avec l'Algérie. C'est un rôle qu'il a de dirigeant fort d'un pays, du plus grand pays en termes de superficie et du plus grand pays sur beaucoup de domaines, autant économiques, énergétiques que sécuritaires. Donc c'est en quelque sorte le rôle du papa de l'Afrique que prend le président Abdelmajid Tebboune pour épauler le patriarche, pour épauler justement les autres pays africains pour continuer à se développer. Il faut noter que le MAEP, que le MAEP, qui est un mécanisme d'évaluation par les pairs au sein de l'Union africaine, l'Algérie est parmi les membres fondateurs de ce mécanisme très important qui a été créé il y a plus de près de 20 ans. Il y a l'Algérie, il y a l'Afrique du Sud,
et le Nigeria, c'est un mécanisme qui permet de, si vous voulez, de rapatrier la décision africaine. Et Mahdi a raison en soulignant la nécessité d'avoir un rôle important, notamment pour l'Algérie, qui est la locomotive aussi de l'Afrique, comme on l'a déjà souligné dans une précédente émission, parce que ce mécanisme permet de faire des critiques à nous-mêmes. Parce que généralement, les Européens sont là, chaque année, à nous dresser des bons points, des organisations, des ONG, qui disent il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, vous moquez de ceci, de cela. Et en parenthèse, la visite de Mme Zeya, la responsable américaine, entre aussi dans ce cadre, parce que généralement, le département d'État américain produit chaque février de chaque année un rapport sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde, et à chaque fois, il y a des erreurs qui sont commises par rapport à l'Algérie, notamment en matière de liberté religieuse. Et donc ce mécanisme africain, il est important parce que ça permet aux Africains de s'auto-évaluer, de rectifier les erreurs et de continuer leur développement en comptant sur leurs propres ressources politiques, diplomatiques, militaires et également économiques. Samy, l'Algérie est aujourd'hui un leader sur le continent africain. Oui, tout à fait, clairement. Et ça s'inscrit dans une continuité logique et historique de ce mécanisme des pairs. Il intervient un peu ensuite aussi à l'idée du G3 au sein de l'Union africaine et au NEPAD au début des années 2000. L'Algérie a toujours été finalement cette locomotive pour booster le continent vers son développement, vers son autonomisation et son indépendance, si j'ose dire. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'Algérie a toujours été aussi novatrice dans ses propositions. Elle est le fer de lance de la proposition aussi de l'instauration d'un siège permanent pour le continent au sein du Conseil de sécurité. Deux sièges notamment, pardon, excusez-moi. Au Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà. Très bien. Alors cette semaine également, un remaniement ministériel donc, a été opéré par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. On le sait tous, il a maintenu Nader El Arbaoui au poste de Premier ministre. Ahmed Attaf également maintenu au poste de ministre des Affaires étrangères, mais pas que. Il est ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines. Alors son département est renforcé par 2 secrétariats d'État. Vous le savez, Attaf sera épaulé par Sofiane Chaïb, nommé donc secrétaire d'État auprès des Affaires étrangères chargée de la communauté nationale à l'étranger, et Madame Selma Barta Mansouri auprès voilà, c'est ça. Exactement. Secrétaire d'État chargé des Affaires africaines. Exactement. Pardon, je voulais dire que ces 2 nominations aux affaires étrangères visent aussi à donner un coup d'accélérateur à notre appareil diplomatique, notamment sur le continent africain. Exactement. Et il convient de signaler que les affaires africaines et également la communauté nationale résidente à l'étranger sont les 2 priorités et urgences de notre politique étrangère. Voilà, la nomination, il y a déjà 2 diplomates qui sont jeunes, parce que Madame Selma a été à la mission permanente de l'Algérie à New York. Et elle a beaucoup travaillé sur les questions sécuritaires au Sahel à la mission de l'ONU à Genève. Elle est ambassadrice au Burkina Faso. Elle est ambassadrice au Burkina Faso, donc elle connaît les affaires africaines. Et M. Sofiane Chaïb était aussi ambassadeur au Vietnam et au Cambodge. 2 jeunes diplomates qui arrivent donc au ministère des Affaires étrangères, où il y a une orientation effectivement très importante du gouvernement algérien, puisque le ministre de la Communication est aussi un diplomate. M. Mziane est un diplomate qui a longtemps travaillé sur les affaires diplomatiques, et qui a donc lors de la passation de consigne évoqué la nécessité de faire de la communication de l'État algérien une communication stratégique. On en a vraiment besoin, parce que vous savez comment l'Algérie est attaquée de l'étranger. À chaque fois, on trouve des prétextes pour l'attaquer sur sa politique, pour ses choix politiques, économiques, sécuritaires, etc. Et donc, on a besoin de médias forts aujourd'hui pour porter très haut la voix de l'Algérie. Cette nomination au ministère de la Communication est stratégique parce qu'elle rejoint ce que nous disions tout à l'heure sur l'Afrique, sur la communauté, le rôle de la communauté nationale à l'étranger, et également sur le commerce, parce que le président Tebboune a choisi de créer pour la première fois un département qui s'occupe du commerce extérieur. M. Boukhari est en charge de ce dossier, et d'ailleurs l'une des premières réunions du président Tebboune a été consacrée aux exportations. Ça veut dire qu'il y a un choix de l'Algérie, tant sur le plan diplomatique, avec par exemple le MAEP,
le mécanisme africain, avec les visites des diplomates américains, mais également avec le commerce, parce que le commerce et l'économie, c'est également le soft power et qui donne plus de force à l'Algérie en Afrique. Mahdi, plusieurs diplomates dans ce nouveau gouvernement, l'Algérie s'oriente vraiment vers une action diplomatique finalement. Écoutez, c'est un choix fort du président Abdelmajid Tebboune. Déjà, un rajeunissement de la classe politique gouvernementale. Et la deuxième chose, c'est surtout une orientation diplomatique vouée au dialogue, parce que la diplomatie, c'est le dialogue. Donc vouée au dialogue avec, comme l'a si bien dit Faisal, 5 ministres qui dépendent directement du ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères qui reprend sa place où elle a toujours été. La Mecque des révolutionnaires, à l'époque, Alger était la Mecque des révolutionnaires. L'Algérie a toujours été considérée l'Algérie a toujours été considérée comme un pays avec une grande aura diplomatique. Et aussi, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'orientation diplomatique et aussi l'orientation économique. On a deux pôles très distincts et qui vont dans le même sens en disant, voilà, sur les 5 prochaines années, le prochain quinquennat du président Abdelmajid Tebboune, voilà les priorités du gouvernement. Une option sur le plan de vue diplomatique, une option sur le plan de vue du commerce. La création justement du ministère du Commerce intérieur, la création du ministère du Commerce extérieur, ça va pouvoir aider. Les nouveaux enjeux, ils vont consister à booster les exportations et réguler les marchés intérieurs. Ouais. Tout simplement, on va dissocier les deux choses. Chaque ministre de tutelle va avoir ses prérogatives bien définies et va se concentrer que sur sa partie. Et quand tu fais ça, tu arrives à dissocier les deux antennes et à travailler dans une situation beaucoup plus confortable. Lutter contre le phénomène de la spéculation, principale cause de la cherté des produits que nous achetons. Tout ça, c'est des enjeux du ministère du Commerce intérieur. Ensuite, pour les exportations, le ministère du Commerce extérieur va s'occuper justement de favoriser, aider, soutenir l'exportation pour justement continuer à développer l'économie à l'international. Oui. Pour moi, c'est un gouvernement, excusez-moi, je vous le dis, qui a de la gueule, qui tape sur la table et on peut montrer la nouvelle puissance du gouvernement algérien avec des personnes qui sont ambitieux, jeunes et qui veulent justement l'Algérie nouvelle. Voilà. Mahdi, moi je voulais juste revenir à l'Afrique parce que pour moi l'Afrique représente un enjeu prioritaire dans toutes les stratégies et les politiques. Aujourd'hui, les Occidentaux peut-être ils nous regardent encore comme peuple de seconde zone. Il est temps de se reprendre en charge et c'est un continent qui est gâté par la nature. Toutes les richesses, elles recèlent de ce continent-là. Il est temps de reprendre, de consolider les efforts et l'échange et le dialogue et faire le rapprochement des populations et essayer de trouver les nouvelles méthodes de gestion, de coopération. Et je crois que un ministère de ce genre, il va parfaitement réussir à faire épanouir cette partie du monde. D'accord. J'ai envie d'ajouter, chose promise, chose faite. Le président de la République avait promis des compétences et de l'expérience. Et pour parler de la communauté algérienne vivant à l'étranger, on sait qu'ils sont très nombreux. Ils avaient de grandes attentes, les Algériens de l'étranger. Ils sont nombreux à être venus en Algérie. Et pour ça, le choix de Chaïb Sofiane vient conforter tout le monde sur le poste de secrétaire d'État à la communauté algérienne à l'étranger. D'abord parce qu'il y a déjà des structures et des mécanismes qui sont mis en place, et donc il va venir renforcer ces mécanismes-là. Et il est très très important de dire à la communauté algérienne qui est à l'étranger qu'ils sont des Algériens à part entière. Ils ne sont pas des Algériens à part, ils sont des Algériens à part entière. Et que tout est mis en place ici en Algérie pour accueillir les initiatives du développement économique et je crois que l'accent a été mis sur le sport et sur la culture. Et dernière chose, très importante pour la communauté, que chaque Algérien à l'étranger est un ambassadeur pour son pays. C'est très important. Chaque Algérien, chaque Algérienne
est un ambassadeur pour son pays à l'étranger. Très bien. Il faut noter aussi, Nouhel, il faut noter que M. Al-Arbaoui, Nadir Al-Arbaoui, est aussi un diplomate, un ancien diplomate en long courrier. Et donc, c'est lui le chef d'un gouvernement. Et je rejoins Mahdi sur cette option choisie pour parler au monde avec le langage d'aujourd'hui. Parce qu'un gouvernement qui soutient aussi l'action du président pour parler au monde avec ce qu'il veut, notamment en matière économique et commerciale, c'est très important. Et c'est pour ça que Nadir Al-Arbaoui a été reconduit au sein du gouvernement, alors à la tête du gouvernement. Avant de clore cette petite parenthèse, il faut aussi rappeler que le général d'armée Saïd Chengriha a fait son entrée au gouvernement. Sami Qaidi, il devient ministre délégué auprès du ministre de la Défense. Tout à fait, le chef d'état-major, le général d'armée Saïd Chengriha a fait son entrée au gouvernement en qualité de ministre délégué auprès du ministre de la Défense. Et c'est un poste aussi qui est éminemment diplomatique lorsque l'on sait que le chef d'état-major de l'ANP a multiplié ces derniers mois les visites à l'étranger pour nouer de nouveaux partenariats et pour entretenir en fait la diversification des achats d'armes et des partenariats. Et la diplomatie militaire. Tout à fait, la diplomatie militaire. Permettez-moi de rappeler qu'il était à Rome en octobre dernier, où l'Italie a réitéré le fait qu'elle considérait notre pays comme étant ce partenaire stratégique en Afrique. Il s'est rendu également en mars 2024 au Qatar, en février 2024 au Rwanda et au Royaume d'Arabie Saoudite. En novembre 2023, le chef d'état-major de l'ANP s'est rendu à Pékin en Chine, puis en octobre 2021 en Serbie, où il a également participé à de nombreux salons internationaux de vente d'armes. Très bien. Merci. Merci Sami d'avoir été avec nous pour cette première partie d'émission. Ça prouve, Nouhel, justement, le poste qui a été attribué à notre chef d'état-major prouve la confiance absolue qu'a notre président de la République envers son armée et envers son chef d'état-major, et prouve justement que l'armée fait partie intégrante de l'Algérie nouvelle et des prochaines ambitions de notre pays. J'ajoute à cela, Mahdi, si vous permettez, juste, il y a une symbiose entre l'armée et le politique, entre les deux hommes. Voilà, il y a une confiance totale et mutuelle entre les deux hommes. Et ça, c'est très important pour diriger un pays aussi. Et c'est important de rappeler que l'armée est l'épine dorsale de l'État et qui accompagne justement l'édification de cette Algérie nouvelle. Et la cohésion de corps entre l'armée et son peuple n'est plus à prouver. Elle est la digne héritière de l'armée de libération nationale. Très bien, merci Sami. C'est sur ces mots que vous nous quittez. Donc merci d'avoir été avec nous pour cette première partie d'émission. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On revient dans quelques instants. Vous regardez Hebdo Show, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on passe tout de suite au débat du moment. Et c'est l'histoire dont tout le monde parle. L'affaire Kamel Daoud défraie la chronique depuis plusieurs jours. Un véritable scandale qui a éclaté autour de l'écrivain algérien naturalisé français, lauréat du prix Goncourt 2024 pour son roman Houri. Kamel Daoud est accusé de plagiat et même pire, il est accusé d'avoir volé l'histoire et le drame personnel de Saada Arban, seul rescapé d'une attaque terroriste sanglante qui a décimé toute sa famille. Durant la décennie noire, pour parler de cette sombre affaire, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir avec moi sur le plateau Maître Fatma Zahra Benbarahim, avocate de la plaignante. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie aussi. Younes Sabelchif, notre confrère, est également avec nous. Bonsoir Younes. Bonsoir Nouhel. Alors on rappelle aux personnes qui ne le savent pas, que vous avez mis la lumière sur cette histoire la semaine dernière dans une émission qui a été dédiée donc à ce scandale, appelons-le ainsi, et qui a été diffusée sur la chaîne de télévision dans laquelle vous travaillez, donc One TV. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Maître Benbarahim, je commence avec vous. Il existe donc à ce jour 2 plaintes contre Kamel Daoud. La première plainte a été déposée au nom de l'Organisation nationale des victimes du terrorisme et la seconde au nom de la victime Saada Arban au tribunal d'Oran. Tout à fait.
Je vous explique comment les choses sont venues. Donc, 2 jours après la parution du livre, il est là, je l'ai eu. Et d'ailleurs, pour preuve, j'ai la petite couverture qui est du livre simplement. Il n'a pas encore le prix Goncourt. Donc, 4 jours après la parution du livre, j'ai déposé la première plainte des victimes de l'organisation des victimes du terrorisme. Et donc, il faut déposer devant le juge d'instruction. Après, le juge d'instruction étudie les pièces, étudie le dossier, lit le livre, et après, il nous appelle pour payer la caution, pour dire s'il est d'accord pour suivre cette affaire ou pas. Donc, ça, c'était la première affaire. Quelques jours après, nous avons actionné pour le compte de la victime que nous avons retrouvée grâce donc à notre brillant journaliste, n'est-ce pas, et qui a demandé à ce que je sois son avocat, et j'ai accepté évidemment sans aucune retenue. Et donc, nous avons déposé la deuxième plainte chez le même doyen des juges d'instruction, c'est la procédure. Au tribunal d'Oran. Au tribunal d'Oran, évidemment. Pourquoi le tribunal d'Oran? Parce que la victime est d'Oran, l'auteur est d'Oran, il habite Oran, elle habite Oran, et les faits se sont déroulés donc dans la région. Le tribunal compétent, c'est le tribunal d'Oran et pas un autre. Récemment, le juge d'instruction nous a appelés pour nous dire que l'affaire avait été étudiée et évidemment, il nous demande de payer la caution pour que le travail d'instruction commence à se faire. Donc vous voyez, nous avons déposé la plainte et nous avons également payé la caution et de ce fait, l'affaire commence à bouger. Maintenant, il appartient au juge d'instruction de faire son travail d'instructeur. Pour ma part, j'ai dû, dans ma plainte, me renseigner sur nombre de points. D'abord, la lecture de ce livre m'a laissé effectivement comprendre que la victime était bien Saada Arban. Il y a des faits visuels qui nous permettent de l'identifier et il y a d'autres faits. Un des faits que nul ne peut contester, c'est le fameux tatouage qu'elle a entre les épaules. Et ce tatouage n'était connu que de la femme de Kamel Daoud. Qui est la femme de Kamel Daoud? La femme de Kamel Daoud n'est rien d'autre que le médecin traitant de Saada Arban. La psychiatre. Exactement. Parce que lorsqu'elle est revenue de France, elle a été orientée sur ce médecin pour qu'elle soigne son trauma. Et cette dame l'a soignée pendant quelque temps, effectivement. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'elle a utilisé son malheur pour permettre à son mari d'écrire ce livre. Quelles sont les preuves dont nous disposons? Eh bien, les preuves dont nous disposons, c'est celle-là. C'est les 5 certificats médicaux que nous avons là, vous voyez. Et en haut, vous voyez bien qu'il s'agit de Madame Aïcha, docteur Aïcha Dahdouh. Et elle a suivi depuis 2015, vous voyez, la date 2015, jusqu'à la dernière visite qui date juste avant son départ en France. Donc, le départ de Madame Daoud. Donc, qu'a fait Madame Daoud? Elle a préparé son coup avec son mari d'une manière très intelligente. Elle a pris le dossier de sa cliente, de sa patiente, elle a remis à son mari, et son mari a écrit ce livre. C'est inspiré. Il a complètement écrit le livre, parce que, dans un premier temps, il avait demandé, Madame Dahdouh avait demandé à la maman de Saada, De la patiente. qui n'est rien d'autre que Madame la ministre Mantouri, Ministre de la Santé. Zahia Mantouri, 92. ancienne ministre de la Santé en 1992. Et comment cet enfant est arrivé chez Madame Mantouri? C'est que lorsque la victime a été trouvée vivante, la famille a été enterrée, au moment de l'enterrement, ils se sont rendus compte que la petite respirait. Et donc, Madame la ministre, précédemment ministre, Madame Mantouri, était chef de service de réanimation. Et c'est elle qui lui a donné les premiers soins. Et comme la petite n'avait plus de famille, donc elle a fait un acte de kafala, elle et son mari, M. Chintouf, qui est historien,
connu et de renom. Et donc, ils ont élevé cette petite. À un certain moment, la femme de Daoud va voir la maman et lui dit « Mon mari a envie d'écrire l'histoire de votre fille ». Première opposition. La maman et le père refusent catégoriquement. « Laissez notre fille tranquille, elle est en train de revenir d'un trauma très profond, on ne veut pas parler de cette histoire. » Surtout pas réveiller la douleur. Tout à fait, parce que maintenant elle souffre et elle souffre beaucoup. 2022, la maman meurt. Juste après, c'est le papa qui meurt. Et c'est là où la petite, enfin la dame, parce que c'est une dame maintenant mariée avec un enfant et tout, se retrouve complètement seule. Et c'est à ce moment-là que Daoud et sa femme lui prennent la vie, lui prennent la voix, lui prennent son histoire sans son accord. Quand est-ce qu'elle a appris que ce livre existait? Eh bien, figurez-vous que Daoud a eu un culot extraordinaire. Il a remis le livre à Saada par le biais de sa femme. Avec une dédicace. Avec une dédicace. En disant d'elle que vous êtes les femmes algériennes sont des femmes très courageuses et c'est avec des femmes comme vous qu'on peut construire une Algérie nouvelle. Vous voyez la dichotomie dans le langage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le culot. Un culot monstre. Et comment il lui dédicace un livre, c'est pas inspiré de son histoire. Bravo. Ouais. Mais c'est là la première question que les Français devraient comprendre. Ils devraient comprendre quand même. Je ne comprends pas comment ils agissent en faveur d'un usurpateur, d'un grand menteur, et je n'irai pas plus loin. Et alors, ça encore, c'est une marque. Vous voyez la dédicace qu'il y a ici, vous pouvez la lire. Et ça, c'est écrit de la main de Daoud. C'est la preuve tangible. Et irréfutable. Donc, nul ne peut dire que Daoud ne connaissait pas cette victime et n'avait pas dédicacé ce livre à cette victime. Mais c'est vrai qu'il ne s'attendait pas à ce qui vient de se passer. Dès que cette femme a appris, nous avons eu, mon camarade va vous dire tout à l'heure comment il a appris l'existence de cette femme qu'Oran connaît. Tout le monde la connaît à Oran. Et donc, elle avait souhaité que je sois son avocat, et c'est avec plaisir que j'ai accepté. Vous voyez ici le tatouage dont parle il a été l'auteur. décrit tel quel. Voilà. Décrit dans le roman, oui. Il est décrit avec une précision extraordinaire. Il n'y a pas que le tatouage, il y a aussi le salon de coiffure. Oui. Alors j'arrive le pour le salon de lycée coiffure. J'arrive pour le salon de coiffure parce qu'il a essayé. Vous savez cette verve et cette haine qu'il a eue à ce que ses parents et elle-même refusent qu'on fasse un livre sur sa vie, eh bien, il a traduit de manière très négative. Et je voudrais vous dire une chose aussi, la femme de Daoud, comment elle a piégé? Elle a invité pour prendre un café, parce que notre Saada est championne d'équitation, et avec 3 médailles d'or, c'est pas une imbécile. Et donc, elle a été invitée pour prendre un café, et là, Daoud est chez lui. Il lui a proposé, et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, laisse-moi écrire ce livre, on va se faire beaucoup d'argent en devises, et après on va faire un film, tu seras l'héroïne, et tu pourras comme ça acheter un appartement en Espagne. Donc elle lui dit, moi j'ai besoin ni d'appartement en Espagne, ni d'autre chose. Je veux préserver ma vie familiale et la vie de mon enfant. Très bien. Alors, gardez votre idée, Maître Ben Saada. On va aller justement du côté... Non, moi, je suis Ben Brahim. Pardon. Madame Maître Ben Brahim, c'est parce qu'on va aller vers Monsieur Ahmed Ben Saada, justement, qui nous attend du côté d'Oran. Bonsoir, Ahmed Ben Saada. Bonsoir madame et bonsoir à vos invités. Merci à vous d'être avec nous. Alors, vous êtes auteur et analyste géopolitique, vous avez travaillé sur le néocolonialisme et les guerres de 4e génération. Vous avez également beaucoup travaillé sur l'écrivain Kamal Daoud, mais aussi sur Monsieur Sansal. Alors, Monsieur Ben Saada, la question qui nous vient à l'esprit aujourd'hui, c'est que nous sommes aujourd'hui face à une violation flagrante du secret médical et d'une exploitation honteuse de la douleur des victimes du terrorisme. En effet, c'est un cas pédagogique. On pourrait même l'enseigner dans les écoles. On ne peut pas impunément prendre l'histoire de la vie de quelqu'un qui est vivant et qui de surcroît n'a pas accepté qu'on écrive sur lui.
Mais en fait, l'histoire de Kamel Daoud, moi j'ai écrit un livre sur Kamel Daoud en 2016, donc bien avant cette malheureuse histoire de notre cher Saada. Boualem Sansal et Kamel Daoud, en fait, ce sont ce qu'on appelle des informateurs indigènes. Ce sont des personnes qui vont essayer de dire ce que les blancs de souche ne peuvent pas dire. Et puisqu'ils sont indigènes, donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent, et les gens pourront les croire parce que justement ils viennent du pays duquel ils vont essayer de tracer un portrait très très négatif. Monsieur Ben Saada, justement, excusez-moi, quand vous parlez d'informateurs indigènes, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que ça ne date pas de la période coloniale chez nous, ça date de bien avant, ça date du Mexique, du XVIe siècle, où à l'époque les Espagnols donnaient des informations aux colonisés pour justement faire passer des ordres à toutes les populations pour leur transmettre des ordres et leur transmettre des directives. Et c'est ceux-là les informateurs indigènes. En quelque sorte, et je vous le dis, parce que je partage entièrement votre avis et ce terme-là, ce sont des collaborateurs, tout simplement. Exactement, ce sont des collaborateurs, mais en fait, comme vous le dites, c'est pas nouveau. Par exemple, vous avez dans les années 60, 70 et même jusqu'au début des années 80, la CIA a financé des intellectuels français en France, justement, pour leur servir dans la guerre contre le communisme durant la guerre froide. Par exemple, vous avez un cas très connu du philosophe Raymond Aron, qui est français et qui a été longuement financé et chichement financé par la CIA, justement, pour donner une image négative du communisme et du marxisme, par exemple. Donc, exactement. Ces informateurs indigènes, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, ils ne savent pas juste à écrire des livres. Donc, si on regarde, par exemple, le livre lui-même, qu'est-ce qu'il contient comme information, en dehors de l'histoire de Madame Saada, il contient aussi des stéréotypes, des clichés, etc. Donc, et c'est la même chose dans son livre sur Meursault contre-enquête, où il dépeint justement les musulmans comme étant des sales, etc. Donc, il y a une attaque en règle contre des valeurs, contre la religion, contre différents aspects de ce que j'appelle, moi, des infractuosités sociétales. Et ces infractuosités, laissez-moi terminer s'il vous plaît, ces infractuosités sociétales sont parties justement de ce qu'on appelle la guerre cognitive. Mais j'aimerais juste ajouter quelque chose, c'est que ce qui existait avant comme informateur indigène, maintenant avec les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle, avec le big data, ça va dans des proportions inimaginables actuellement. Ahmed Ben Saada, quels peuvent être les objectifs politiques de ces deux auteurs qui, on le rappelle, sont algériens et qui ont récemment été naturalisés français? Alors, il y a plusieurs objectifs. C'est ce qu'on appelle en fait la déstabilisation par la culture. La déstabilisation par la culture, c'est-à-dire entrer un narratif qui est différent du narratif qui se trouve dans la société visée. Par exemple, nous avons par exemple un ADN qui est pour la Palestine, qui défend la cause palestinienne, et ces deux personnages vont toujours aller essayer de changer ce narratif et de dire que finalement la normalisation avec Israël est quelque chose de bien. Je rappelle que Boualem Sansal est parti en 2012 en Israël, et puis il est revenu de là-bas et il a dit je suis revenu riche et très heureux. Et il est souvent invité par le CRIF, et vous avez remarqué que parmi les gens qui l'ont défendu, vous avez le CRIF lui-même, vous avez aussi aujourd'hui Bernard-Henri Lévy, vous avez Éric Zemmour et toute une panoplie
de gens qui font partie du lobby, soit du lobby d'extrême droite, soit du lobby sioniste français. Donc, ces gens-là vont essayer avec un nouveau narratif, essayer de changer les valeurs de la société. Et je rappelle, par exemple, dans le cas de Boualem Sansal, très récemment, il a fait une interview dans une télévision et où il a remis en cause les frontières qu'on a avec notre voisin marocain. Et il a complètement oublié que ces frontières ont été ratifiées par les deux parlements des deux pays et il a oublié aussi que chaque pouce de notre terre contient le sang de nos valeureux martyrs. Mahdi, M. Ben Saada vient d'évoquer les propos de Boualem Sansal. C'est une remise en cause complètement de la souveraineté, de l'indépendance et même des frontières nationales. Donc c'était dans une revue de l'extrême droite. C'est une ligne rouge non seulement pour l'Algérie, mais pour d'autres pays également, d'autres nations souveraines. Alors s'il avait fait pareil pour la France, les réactions auraient été différentes. Écoutez, moi, il y a deux chiffres qui me tarot de l'esprit, et M. Ben Saada, je vais demander son aide sur ces deux chiffres. 99,99% des Français, il y a 4 jours, ne connaissaient pas, n'ont jamais entendu parler de Boualem Sansal. Avant que les médias d'extrême droite en font une sorte de martyr, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes le 23 novembre, il est 21h50, maître, vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, mais jusqu'à présent, il est en garde à vue, rien de plus qu'en garde à vue. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose. Donc ils font un martyr, une personne qui est simplement en garde à vue. Ils ont parlé de disparition. Exactement, alors qu'ils ont parlé de disparition, alors que la personne est dans des locaux de la police. Le deuxième chiffre, donc 99,99% des Français ne savaient pas qui était Boualem Sansal il y a 4 jours. Et le deuxième chiffre, c'est aussi 99,99% des soutiens de Boualem Sansal sont des islamophobes notoires. Je les cite, quelques-uns sur les 48 dernières heures. Éric Zemmour, Céline Pina, Marine Le Pen, Marion Maréchal, Sarah Knafo, Caroline Fourest, l'imam Chalgoumi, bon, imam juste par le titre, Guillaume Bigot, Xavier Driancourt, François-Xavier Bellamy, Édouard Philippe, Raphaël Enthoven, etc. Donc ces deux chiffres de 99,9% des Français qui ne connaissaient pas qui était Boualem Sansal et que 99,99% des Français, des personnes qui soutiennent Boualem Sansal sont issus de l'islamophobie notoire qui tourne en France, excusez-moi, c'est QFD. Il faut savoir se poser des questions. Ces mêmes personnes-là qui, le 21 novembre, parce que le contre-feu médiatique est là, le 21 novembre, lors de la mise en, enfin de la déclaration du mandat d'arrêt qui a été rendu pour Benyamin Netanyahou, ont levé une sorte de tollé politique pour dire que c'est inacceptable, que c'était un Premier ministre élu, que c'était pas normal. Donc, les mêmes personnes qui défendent Boualem Sansal sont les mêmes personnes qui crient au scandale pour ne pas arrêter un génocidaire qui est recherché par la Cour pénale internationale. Suite à une décision devenue par rapport à une personne que 99,99% des Français ne connaissaient pas il y a encore 4 jours. Posez-vous les bonnes questions, mesdames et messieurs. C'est un contre-feu médiatique, c'est un contre-feu médiatique orchestré pour mettre de côté le véritable problème de cette semaine, qui est l'accusation et le mandat d'arrêt qui est lancé contre Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense. C'est une diversion. Tout simplement. C'est une diversion médiatique, rien de plus. Cette personne, c'est un écrivain, il n'était connu de personne il y a encore 4 jours. Voilà. Très bien, Mahdi, on y reviendra à ce petit coup de gueule que vous venez de pousser. C'est pas un petit coup de gueule, vraiment, parce que ça me bouffe. Je reviens vers vous, Younes Sabr Cherif, pour reparler une fois de plus donc, de cette affaire Kamal Daoud. Je le disais tout à l'heure, vous êtes celui qui est allé à la rencontre de Saada Harban. Vous êtes celui qui avait mis en lumière cette histoire. Comment est-ce que vous avez eu vent de cette histoire? Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter comment les choses se sont passées? Bon, déjà, je vous remercie d'avoir abordé ce sujet. في البداية أيضا ماذا بيا نحيي سعادة عربان وزوجها على الشجاعة الكبيرة اللي دارتها لأنه مش من السهل
بالليله وضحاها الواحد يولي في الاضواء. تلاقيت مع شخص افوندري تري افوندري هي والزوج تاعها، لانه لقيتها ما قراتش الكتاب، لانه الكتاب قالت لي سمحي لي مدام، قالت لي قريت لو تيير وكانت سطرت. داير هذا هو لو ليف Non, ça c'est le نو تري بيان. دونك جوستومون سطرت في لو تيير ودارت لي بلي في لو تيير تاع الكتاب. وعلاش؟ لانه شافت بانه حكايتها الناس كاع ولات تعرفها، ولاو حتى الاصدقاء تاعها والمعارف تاعها يعيطوا لها. فلو بروبليم كان هنا. الحاجه الثانيه نهاد انه كيفاش لحقت الحكايه. بون كاي عمل صحفي بعد خروج الكتاب تاع سعاده تاع سيد داود كانوا فيه اتصالات مع اصدقاء اللي يعرفوا سعاده عربان، يعرفوا القصه تاعها، فتواصلوا معايا كأي أصدقاء كي يهضروا حول مواضيع اللي تتعلق بشأن ثقافي. فلما أنا توثقت من الوثائق وتوثقت من الحقيقة تاع الحكاية، لأنه أنا حتى في البداية لما سمعت الحكاية أنا توجور توندونس أ أنتوندر سو جور ديستوار، كي نقولوا بالك يخرج عمل فني ولا كتاب، نقولوا باللي انسبيري بوتيتر دون هيستوار فيريتابل. ابخي بون لما تكلمت مع سعاده والزوج تاعها تأكدت بأنه رانا هنا أمام مش فقط ان سكوب، لكن قضية إنسانية حساسة جدا. فما ترددتش، رحت لولاية وهران، تلاقيت مع السيدة سعادة. فأنا مرة أخرى نأكد بأنه ماهوش سبق صحفي مدام بن براهم، أنا نعتبره قضية إنسانية. مام هي لما حاورتها قالت لي بأنه زوجي هو صوتي. أنا قلت لها إذن خلينا احنا نكونوا حبالك الصوتيه فوق فوكال، يعني راح نتكاتفوا باش نلحقوا صوتك. الحمد لله اليوم القصه تاع سعاده ما راهيش فقط على المستوى المحلي، راهي حتى على المستوى الدولي. الصحافه البريطانيه يتكلم، حزب اليسار الكندي ندد بما وقع. فتقريبا حاولنا انه نديروا الموضوع بكل موضوعيه، وحاولنا انه ما ندخلوش في محاكمه للشخص، لأنه هذه القضية ربما راهي قضية قضاء وقضية عدالة، لكن احنا حاولنا أن نديروا عمل احترافي. بالعكس واش راهم يقولوه الصحافة الفرنسية. جيتي اوتري. Exactement. D'ailleurs, ils vous attaquent vous aussi, Younes Sabre-Chérif. Vous aussi, vous êtes attaqué. Ils nous ont attaqué directement, même pas indirectement. D'ailleurs, le directeur du Point il a accusé d'ailleurs Madame Ben Brahim d'avoir été proche du régime. Parce que le point, déjà le terme de régime, non mais excusez-moi maître, avec tout mon respect, il a raison, je suis proche du régime alimentaire. Voilà, merci, parce que déjà le terme de régime pour moi est péjoratif. Non, et pour noter Younes, nous ne sommes pas un régime, nous sommes une république démocratique et populaire et fiers de l'être. Et je pense que nous respectons plus, selon les dernières élections législatives qui s'est passées en France, nous respectons beaucoup plus la démocratie et le vote des urnes en Algérie. Exactement. Younes, une information. Pourquoi le point? Parce qu'il faut expliquer à nos amis téléspectateurs, Kamel Daoud écrit et publie depuis 10 ans dans ce journal, Le Point, qui est un magazine proche de la droite. Il faut noter, entre parenthèses, lorsque Kamel Daoud a obtenu le Goncourt, le directeur du Point, qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit un éditorial, une fierté française. Donc c'est bien noté. Oui, Kamel Daoud est un Français. فقط نكمل برك الكلام تاعي حول الادعاءات في حق السيدة بن براهم. في نفس العمل اللي داروا فرانس 5 وين ils ont fait intervenir المدير تاع لو بوين، ils ont fait intervenir aussi بنجامين ستورا اللي عنده مرسوم رئاسي من عند الرئيس ماكرون. واش دخلوا في القضيه هذه الاولانيه. ثانيا تري بيان، انا يونس صابر شريف كان عندي في وقت من الاوقات خيار سياسي في الانتخابات الرئاسيه وسنت مرشح اليوم رئيس الجمهوريه، وهذا حقي السياسي وحقي المواطني اني نخير خيار سياسي. او ثانيا السيد ماكرون السيد داود لما جا كيف على كل حال، لانه لما جا الجزائر جا في لافيون بريزيدونسيال تاع السيد ماكرون en 2022 هو صحفي وكاتب. طبعا لكن بهذا المنطق اذا نمشوا بهذا المنطق تاع الصحافه الفرنسيه، ماكرون ينتمي للريجيم اوسي.
سيد بنجامين ستور لا ميم شوز. فهاد الادعاءات اللي تكلموا بها الصحافه الفرنسيه كانت فعلا مثيره للاشمئزاز. سيتي فريمون ريديكول. وثانيا القناه اللي ندير فيها الحصه قررت انها ترفع دعوى قضائيه ضد مدير لو بوان وايضا ضد غاليمار بسبب الادعاءات اللي ما عندها حتى معنى. وانا عندي النقطه هنا وما نكثرش في هذا الموضوع لانه دائما ما كل حاجه اللي تجي من الطرف الفرنسي يشوفونا دائما بانه احنا اوني توجور دي زاماتور اون في دو جورناليزم دو سكوند زون. لكن انا اليوم لما نشوف واش صرا في العام اللي فات واش صرا في غزه وين الاعلام الفرنسي تجاهل كلية واش صرا في غزه ضروري نحكي فيها. و جي اون سيغتان غاج دو فوار كومون لي ميديا فرونسي فون ما عمليش كيفاش نستعمل ليكسبرسيون du deux poids deux mesures. C'est du deux poids deux mesures. Oui, c'est un traitement à géométrie variable. اليوم يجيو يحكوا على الاعلام الجزائري اليوم يحاول. انا اليوم انا نقول لك ان الاعلام الجزائري راهو فايت بسنوات ضوئيه الاعلام الفرنسي في الموضوعيه. فلما نتلقاو on a aucune leçon à recevoir des médias français surtout des médias de droite. Faisal, je reviens vers vous justement Faisal. Est-ce qu'un soi-disant, j'ouvre bien les guillemets, est-ce qu'un soi-disant régime dictatorial peut permettre qu'un journaliste comme Kamel Daoud par exemple puisse effectuer son métier en toute liberté pendant 15 années ici en Algérie? Est-ce qu'un régime dictatorial peut laisser à l'exemple de Boualem Sansal travailler pour le gouvernement pendant... On est d'accord? Boualem Sansal faisait l'aller-retour entre l'Algérie et la France depuis plusieurs années. Donc on ne peut pas venir nous traiter de régime dictatorial lorsque ces deux personnes qui viennent à peine d'être naturalisées françaises... Pardon madame... Ils ne sont pas naturalisées françaises. Ils ont octroyé la nationalité. Le président français leur a fait il a fait un octroi de nationalité. C'est une nationalité octroyée. Et ça ne veut pas dire que le prochain président de la République ne puisse pas l'annuler. Que les choses soient Pardon, je réponds à la question de... Vous interviendrez juste après. Je réponds à Nouhed, effectivement, parce que les Occidentaux, on est habitués à ces genres de clichés. À chaque fois quand le roi père ne fonctionne pas avec un pays africain ou arabe, ou sud-américain, c'est la dictature, comme c'était dans les années 70 pour l'Amérique du Sud et pour l'Afrique, etc. Donc c'est habituel, c'est des clichés donc, qui seront conduits par des médias qui ne peuvent plus donner de leçons, et je suis d'accord avec Younes. Est-ce que vous avez entendu parler dans un média français, certains médias, parce qu'il y a quand même des médias qui en parlent, parce qu'en parenthèse, Madame Bambraham, une information pour vous, j'ai appris ce soir qu'il y a 2 journaux qui enquêtent sur l'affaire de Kamel Daoud. Ça ne va pas s'arrêter. Ah non, ça ne va pas s'arrêter. Il y a un journal respectable. Et moi, je ne vais pas m'arrêter, qu'il soit bien entendu. Oui, non, c'est des journalistes qui enquêtent. Il y a le journal Libération, le journal Libération et le journal The Guardian, qui est un journal britannique qui a mis 5 journalistes sur l'affaire. Donc ça va continuer, ils ne vont pas s'arrêter. Maintenant, il y a Younes parlait des médias qui ont montré effectivement que Reza a montré les limites de la liberté d'expression, parce que nous donnons toujours des leçons sur la liberté d'expression. On ne parle pas des crimes contre l'humanité, contre les crimes de guerre. Et la CPI, la Cour pénale internationale, poursuit Netanyahou et son ministre de la Défense Galante pour ces crimes. Je n'ai pas lu d'article ou un article dans ces médias sur le nombre de journalistes tués à Gaza. C'est du jamais vu dans l'histoire. Il y a eu près de 130 journalistes, et photographes et caméramans qui ont été tués. C'est exactement le double de nombre de journalistes tués l'année dernière dans l'ensemble du monde. Est-ce que les médias français ont fait un scandale sur ça? Non. Il se trouve que Kamel Daoud est défendu, comme l'a souligné Mme Braham. Et une information pour vous. Vous savez que le titre premier du roman de Kamel Daoud dans son manuscrit qui a été remis à Gallimard était Joie. Oui, parce que c'est la traduction de Saada, du prénom Saada. La nostalgie, quand tu nous tiens l'Algérie française, ils sont très nostalgiques. Une partie de la France, de la classe politique française est très nostalgique de l'Algérie française. Il y a des mots chez les Français qui ont la peau dure, des mots utilisés qui sont utilisés depuis 1962, parce que au niveau de la trachée, l'Algérie n'est toujours pas passée. Malheureusement pour eux, elle doit rester un département français. Ils ne veulent pas admettre que l'Algérie est une république démocratique et populaire. Quand ils parlent de nos forces armées, ils disent, je suis désolé, que c'est une junte. C'est une junte militaire, alors que nous avons une armée nationale populaire, d'accord? Une des plus célèbres maintenant. Une des plus célèbres, et voilà. Ils ne veulent pas abandonner la terminologie héritée de l'OAS, il faut se le dire, et l'extrême droite surfe
sur toutes les terminologies qui sont utilisées post-62. Tout à fait. Post-62. Donc pour eux, l'Algérie française est une sorte de pomme d'Adam, malheureusement, mais nous sommes un pays démocratique, libre et populaire. Nous avons une république, nous avons des institutions fortes, nous avons une armée forte, nous avons une justice qui est une justice tout à fait souveraine. L'Algérie est un pays souverain. L'Algérie restera un pays souverain, quoi qu'ils en disent. Une partie, je dis bien, parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, une partie de la population, des politiques et de la population française ne veut pas laisser l'Algérie tranquille. Très bien. Mais je crois on continuera. je crois que les Français ne connaissent pas leur propre histoire et ne connaissent pas l'histoire de la guerre coloniale, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Parce que si je me souviens bien, il y avait un certain Le Pen en Algérie qui était un tortionnaire et qui a tué des centaines d'Algériens. Personne n'en parle. Et aujourd'hui, je crois que sa fille... Il n'était pas le seul. Pardon, mais sa fille... Et sa nièce. Et sa nièce. Et sa nièce. Non, et sa petite fille, je crois. C'est sa petite fille. Sa petite Ah, c'est sa petite fille. Oui, c'est sa petite fille. C'est la nièce Ah oui, à Marie Amala. Maréchal, c'est la nièce de Marine. Sont aujourd'hui présidente d'un parti politique d'opposition, ou je ne sais pas comment ils peuvent s'appeler. En tout cas, la seule chose ça reste toujours la fille d'un tortionnaire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que l'armée nationale populaire n'est pas une junte, est une armée, et que jusqu'à hier, ils utilisaient... Régulière, une armée régulière. Et jusqu'à hier, ils utilisaient le terme de junte militaire, détenu par la junte militaire. Donc le complexe qu'ils ont, ces partis d'extrême droite, et c'est je vous le dis, les nostalgiques de l'Algérie française, On continue, on poursuit ce débat. D'un coup d'État. Tout à fait. Exactement. La 5e République est née d'un coup d'État et c'est important de le rappeler à nos téléspectateurs. Très bien, Fouad, gardez d'ici votre idée. comme On là-bas. poursuit ce débat dans quelques instants. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. On poursuit notre débat donc sur Hebdo Show et on poursuit encore cette discussion autour de l'affaire Kamel Daoud. On retourne du côté d'Oran pour retrouver une fois de plus Ahmed Ben Saada. Ahmed Ben Saada, la maison d'édition Gallimard ainsi que les médias français qui organisent, disons-le, une véritable campagne autour de cette affaire, campagne de désinformation, prétendent dénoncer, je cite, une véritable cabale du régime algérien contre Daoud. Que dire à ces personnes aujourd'hui? Alors, j'ai lu la déclaration de la maison d'édition Gallimard. Alors, je la cite: depuis la publication de son roman, Kamel Daoud fait l'objet de violentes campagnes diffamatoires orchestrées par certains médias proche d'un régime dont nul n'ignore la nature. Alors j'aimerais juste dire à cette maison d'édition, qui est d'ailleurs la même maison d'édition pour Kamel Daoud et pour Boualem Sansal, qu'il faut, quand on parle de régime, il faut juste se rappeler de son histoire. Vous savez que la maison Gallimard, durant l'occupation allemande, a collaboré avec le régime nazi. Donc, et elle a participé à l'arianisation de sa maison d'édition, à l'arianisation de Kalman Levy, elle a mis à la porte des juifs qui travaillaient dans la maison d'édition, et c'est maintenant cette maison d'édition qui vient nous donner des leçons, qui nous traitait de régime. Donc, et au lieu de toute façon de faire une enquête sur cette affaire, elle est montée très rapidement au créneau en menant cette histoire sur le terrain politique, alors qu'une maison d'édition, normalement, elle ne doit pas défendre aveuglément son auteur, elle doit juste essayer de voir plus clair dans cette histoire. Donc, la position de la maison d'édition a été belliqueuse et elle était insultante envers l'Algérie, donc il faut lui rappeler qu'elle aussi, elle a collaboré avec le régime nazi. Donc, elle n'a pas de leçon à nous donner. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, ce que vos invités disaient au sujet du Point. Je rappelle que le Point, dans la rédaction du Point, il y a le fameux rossignol des charniers, qui est Bernard-Henri Lévy, et donc un sioniste avéré qui a été à l'origine de la destruction de la Libye. Alors, ces médias, ces maisons d'édition ne sont pas là pour nous donner des leçons, ils ont juste à regarder leur passé
et essayer d'y réfléchir correctement. Je rappelle aussi que le président Macron, lors de sa première visite en 2017, visite officielle en Algérie, il avait ramené avec lui Boualem Sansal et Kamel Daoud, alors qu'ils n'étaient pas français, ils étaient algériens. Ce qui est absolument étonnant. Comment on peut venir en Algérie avec deux auteurs qui sont algériens et les ramener en Algérie? C'est assez surprenant. Mais on comprend tout lorsque on sait que ce sont deux informateurs indigènes qui sont très importants pour le dispositif de M. Macron, de son dispositif, de la politique, en fait, de tout le système politique Macron qui cherche justement à nuire de manière très visible, d'ailleurs on l'a vu avec sa position sur le Sahara occidental, à nuire à l'Algérie. Très bien. Younes Sabarchif, on l'a vu, il y a une forte mobilisation du milieu nostalgique, des milieux nostalgiques de l'extrême droite, des figures du lobby sioniste en France, mais aussi de celui du Marzen qui multiplie les gesticulations, on va les appeler comme ça. Comment expliquer que des personnalités ouvertement arabophobes, islamophobes, défendent aujourd'hui cet écrivain algérien ? Absolument. D'ailleurs, je viens juste de voir une information. Monsieur Daoud vient d'organiser une pétition pour libérer Sansal, selon lui. Et les signataires, d'ailleurs, je remercie M. Ben Saada d'avoir cité Bernard-Henri Lévy, Khatar Sharaho parmi les signataires, aussi Kamel Daoud, Caroline Forest, Tahar Ben Jelloun, bien sûr. Et les membres de l'Académie de Goncourt. Oui, absolument. Et c'est lui qui a défendu le plus Kamel Daoud. Bien sûr. Donc, depuis très longtemps. La pétition vient de tomber sur le point. Mais bon, عند هاد l'élite soi-disant française كاين واحد le lexique اللي toujours يعاودوه envers l'Algérie depuis 60 ans. ريجيم سي مهدي قال لا جانت وهاد الحكايات هادو اللي بغير يتعاودوا. فانا نشفى في وقت من الاوقات في كي بديت الصحافه كاين حتى مرات واحد لي ريداكتور شاف ولا يقول لك اسمع روح بالعقل مع فرنسا هكذا فيصل امون دوني اليوم On va pas citer les noms. سي صا دونك الحكايه هذه حبست. اليوم في الجزائر اللي نعيشوا فيها اليوم ما بقاتش هذه تاع روح بالعقل مع فرنسا. اليوم رانا نتعاملوا بالند مع الاعلام الفرنسي والدوله تتعامل بالند مع الدوله الفرنسيه وما نحتاجوا حتى وصايه وما نحتاجوا حتى دروس وما نحتاجوا حتى توبيخ اذا صح التعبير خاطر مرات يحبوا يديروا توبيخ للاعلام الجزائري ولا حتى الدول. فاليوم هذه الحكايه خلاص. فاليوم انت قلتي لي على الناس اللي راهم اليوم في فرنسا يتكتلوا من اجل المسانده. Oui, ces personnes qui sont, on le rappelle, arabophobes, islamophobes et racistes. Elles se mobilisent justement pour cet écrivain algérien. Ce qui donne de l'importance, ce qui donne de l'empathie, que ce soit Kamel Daoud ou la Boualem Sansal, pour la classe politique française, il faut dire les choses. On a fait le plateau, l'hebdo show, quand on a fait le numéro 1, on a dit ici, on dit tout. D'accord? Ce qui fait que Boualem Sansal et Kamel Daoud sont protégés et sont en quelque sorte sponsorisés par l'extrême droite clivante de la France, c'est quoi? C'est que c'est des Algériens qui crachent sur des Algériens, que c'est des Algériens qui crachent sur des musulmans, que c'est des Algériens qui crachent sur les musulmans de France. C'est pour ça qu'ils sont aimés de l'extrême droite française. C'est pour ça qu'ils sont adoubés de l'OAS, des anciens de l'OAS et de l'extrême droite française. C'est pas pour leur qualité intellectuelle ou pour la qualité de leurs livres. C'est parce que ce sont, comme l'a si bien dit notre invité, ce sont des indigènes collaborateurs. Ils font le travail que l'extrême droite fait, mais ils le font au nom d'Algériens. Donc ils ne peuvent pas être taxés de racistes parce qu'eux-mêmes, c'est des gens de Céline. C'est très vicieux. Il y a une chose. Moi, on me parle de liberté d'expression en France. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai deux cas qui me choquent. Et c'est pour ça que ce deux poids, deux mesures est très dangereux. C'est pour ça que quand tu me parles de démocratie à outrance, fait français ou comme quoi ici c'est une dictature, et comme quoi on a une junte, et comme quoi, etc., c'est de la foutaise. Il y a deux cas. Le premier cas, Valérie Pécresse. Est-ce que tu as Valérie Pécresse? Valérie Pécresse, c'est la présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Valérie Pécresse, elle a retiré le prix Simone Veil à Zineb El Razaoui. Parce que Zineb El Razaoui a dit que Gaza était un génocide comme Auschwitz.
On lui a retiré le prix Simone Veil. Première des choses. Premier exemple. Deuxième exemple. Un humoriste français qui s'appelle Guillaume Meurice, qui est humoriste. Son travail, c'est de faire rire. D'accord? La liberté d'expression, tu peux rire de tout et de tout le monde. C'est ça. Guillaume Meurice a été licencié d'une chaîne publique de radio qui s'appelle France Inter. A été licencié. Mehdi, Parce il y a que- aussi l'arrestation de Attends, ça Dourov, m'a patron de Guillaume Meurice Télégraphe. qui est humoriste. Il est payé pour faire rire les gens. comme C'est Dieudonné. tout. Il ne fait pas de politique. Comme Dieudonné, Il il est m'a dit. payé. Non, Dieudonné aussi, oui. attention, c'est pas la même chose. Dieudonné est un humoriste qui travaille dans le privé, c'est pour ses spectacles. Mais il est empêché de faire un spectacle. Guillaume Meurice est un humoriste qui fait dans une radio publique France Inter, première radio en termes d'audimat française, pour faire des blagues, pour adoucir la politique, pour faire des blagues à connotation politique, mais toujours dans le respect. Il a été licencié parce qu'il s'en est pris à Netanyahou. Benyamin Netanyahou. Et on vient me dire que l'Algérie, c'est la Corée du Nord. Et on vient me dire que Sansal, qui est en garde à vue jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas dans un cachot au fin fond du Guatemala. Il a été arrêté pour question, il est en garde à vue. Que nous ne sommes pas un pays Oui, démocratique. ouais. Mais que eux sont des pays. Donc, à un moment, le deux poids, deux mesures. Et quand tu as des gens comme Mohamed Sifawi, qui prend sa défense, quand tu as des gens comme Bernard-Henri Lévy, qui prennent sa défense, comme tu as des gens comme Marine Le Pen, ça, automatiquement, ça décrédibilise leur action. Et le régime Fouad, français. allez-y, Fouad. Et le régime français aussi. Maître, j'aimerais revenir sur quelques points qui me paraissent essentiels. D'abord, donc, vous avez évoqué la femme de Daoud, qui est médecin, psychiatre. Oui. Et donc, la femme qui va bafouer les règles de la confidentialité dans le métier médical, c'est la première chose. La deuxième, on n'a pas parlé de la première femme de Daoud, dont il a Oui. été condamné à Oran Oui, oui, pour coups et blessures. tout à fait. Et donc, ce même personnage, Kamel Daoud, d'accord, qui Mais les Français ne connaissent pas, on Ils va ne leur connaissent dire pas. qui il est. Il prétend, dans les médias français, prétend parler de la femme algérienne comme étant une femme soumise. Donc, c'est assez étonnant pour un homme qui a été condamné par le tribunal de Oran pour avoir battu sa femme à coups de bâton. Tout à fait. Et vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus. En fait, il y a cette Dernière chose instrumentalisation. excusez-moi, juste dernière chose. Kamel Daoud fait une lettre ouverte à un Israélien inconnu, où dedans, il fait allégeance au sionisme, à Netanyahou et à l'État hébreu. C'est un secret pour personne. Mais en même temps, il dit que les Algériens sont des antisémites. Et là, moi, ça me pose un problème. Parce que quand j'interroge les Algériens, aussi bien en France qu'ici, les Algériens ne sont pas antisémites. Quand on pose la question à un Algérien, Les Arabes, maître, c'est des sémites aussi. hein. C'est des voilà, sémites, c'est des c'est sémites. ça le peut être problème. quelque chose qu'on Je est, crois que euh, même Quand on pose- l'expression je vais terminer mon est propos. faussée chez eux. vous allez voir où je vais en venir. Quand on pose la question à un Algérien, en ce qui concerne un juif qui viendrait en Algérie, il répond automatiquement, il est le bienvenu. Marhaba bik. Quand on pose la question à un Algérien en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, Ou un sioniste qui vient en Algérie. voilà, sioniste, c'est mais autre chose, quand on lui exactement. pose la question du conflit israélo-palestinien, il dit c'est impardonnable. Est-ce qu'on appelle ça de l'antisémitisme? C'est la première question que je voulais vous poser. Et la seconde, c'est est-ce qu'on peut attaquer Daoud pour diffamation Pour apologie et du pour génocide. diffamation et incitation à la haine de Tout à l'Algérien? fait, mais c'est l'objet de notre première plainte, c'est ça. Hein. C'est exactement ce que vous venez de dire. Alors j'essaye de répondre. Alors cet homme qu'on adule en France et qu'on le considère comme un grand humaniste, etc., ben, laissez-moi vous dire quelque chose. En ma qualité d'avocat, cet homme est condamné en Algérie. C'est un condamné de droit commun. Hier, j'ai fait la différence entre le condamné pour fait politique et le condamné pour droit commun. Donc sur le plan politique, personne ne lui reproche rien du tout. Il a toujours écrit des articles
parfois très graves, mais le régime, entre parenthèses, ne l'a jamais inquiété, il s'en est même pas soucié. Quelle dictature, Et entre guillemets. voilà. Vous avez vu la dictature? C'est ça la dictature, oui. Alors, pour cet homme qui parle des femmes algériennes battues, je ne sais plus quoi, bien, il a été condamné par le tribunal d'Oran pour avoir battu sa femme. En première instance, il a écopé d'1 année ferme. Et je vais vous dire comment il a frappé. D'ailleurs, sa femme, c'est une femme qui porte le foulard, très jolie femme, licenciée en lettres, comme il est lui aussi. Donc vous voyez qu'on est loin de la femme de 18 ans qu'on met à la maison. Alors, il a frappé avec quoi, s'il vous plaît? Avec une canne. Vous savez, ces cannes qui ont des petits points de métal doré avec une tête d'animal, je ne sais pas, une poignée. Il a battu, mais il a battu d'une manière extraordinaire. Et il lui a arraché une touffe de cheveux. Jusqu'à présent, vous voyez donc ici, les cheveux sont parsemés, jusqu'à présent. Et il a essayé dans cet état. Il se précipite au commissariat pour leur dire « ma femme a voulu me tuer ». Juste après, c'est la femme qui vient dans un état malheureux. Évidemment, le commissariat l'a jeté dehors en lui disant « dépêche-toi ». Et c'est elle qui a déposé plainte. Je vous ai dit, il a été condamné. Il a été condamné. Et en cour d'appel, on lui a supprimé la peine de prison, mais il y a une amende qui continue donc à exister sur son casier judiciaire. Deuxième chose tout à fait nouvelle. Qui n'a toujours pas payé. Oui, exactement. Mais il va se faire de l'argent, il va payer. Alors, deuxièmement, ça c'est un scoop tout nouveau. Il y a 6 mois, il a emmené avec lui sa femme du premier mariage. Très bien. Il a emmené avec lui en France. Sa fille. Sa fille, pardon. Et je vous ai apporté le jugement. Il est là. Et il ne peut pas me dire le contraire. Parce que pour lui et pour M. Gallimard, Maître Ben Brahim, je crois que je suis connu dans ce pays, pour parler preuve à l'appui. Si je n'ai pas de preuve, je m'abstiens de parler. Et voici un jugement par lequel sa femme a eu la garde au moment du divorce, ce qui est tout à fait normal. Quelque temps après, il enlève la garde à sa femme. Et sa femme, n'ayant pas les moyens de se défendre, donc il retire les 2 enfants. Il en a 2, un qui a actuellement 19 ans et une fille qui a 16 ans. Le garçon de 19 ans, il n'a jamais réclamé, bien que la garde soit entre ses mains. Il l'a emmené en France ces derniers temps. Et quand il l'a emmené en France, si vous croyez que ce Daoud est en train de vivre une vie de Français extraordinaire, eh bien, détrompez-vous, parce qu'il vit dans un minable studio d'1 pièce, où sa femme, oui, et s'il a un moyen pour me dire le contraire, qu'il se présente et qu'il le dise. Alors sa femme et l'enfant, son enfant du 2e mariage, dorment dans un coin, lui, il dort dans un coin, et la petite, elle dort dans le 3e coin, et parfois, elle dort dans le couloir. Et c'est la raison pour laquelle il a fait revenir en Algérie il n'y a pas très longtemps, ces jours-ci. Et qu'est-ce qu'il fait d'après vous? Il ouvre une procédure. Qu'est-ce qu'il demande? Dans un premier temps, il avait demandé à reprendre l'enfant. Eh bien maintenant, il demande à sa femme de reprendre l'enfant. Il vient se décharger de la garde de sa fille. Alors moi, je lui pose la question. Si tu as pris ta fille pour vivre dans un paradis qui s'appelle la France, explique-moi simplement pourquoi tu la renvoies dans un autre pays, qui est le mien, qui est le vôtre, n'est-ce pas, qui est le sien aussi, pour vivre en enfer. Explique-moi, monsieur Daoud, expliquez-moi. Maintenant, pour Gallimard, je profite de l'occasion pour répondre. Alors, pour monsieur Gallimard, je lui dis, oui, je suis algérienne. Oui, je suis une fille de martyr. Oui, je suis une fille d'un disparu par la force de votre armée française. Oui, je suis une authentique. Et si j'ai un gouvernement sous lequel je vis, et un pays sous lequel je vis, c'est l'Algérie, ça n'est pas la France. Mais pour Daoud, que s'est-il passé, monsieur Gallimard? Dans un premier temps, il vous a donné son torchon. Vous l'avez lu, votre comité l'a lu et l'a rejeté. Qui vous a téléphoné? C'est Macron. Et il vous a dit de le publier avant le prix Goncourt. Ne pensez surtout pas que Maître Ben Brahim n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans votre propre cuisine. Ça serait une commande de l'Élysée? Oui. Alors, Macron lui a téléphoné en l'obligeant à publier le livre avant le prix Goncourt. Avant le prix Goncourt. Je lui ai dit, monsieur
voyez la noblesse de la défense algérienne, Monsieur Gallimard. Je lui ai dit, Monsieur Gallimard, je vous donne la présomption d'innocence parce que vous ne saviez pas que Daoud avait volé la vie de ma cliente. Et donc c'est un fait réel et non pas une fiction. Rattrapez-vous. Je le dis aussi à Goncourt. Et là aussi, je vais leur écrire. Et je vais leur dire la chose suivante. Maintenant que vous savez parfaitement qu'il y a eu mensonge, qu'il y a eu duperie, qu'il y a eu trahison, qu'allez-vous faire? 1913, ils ont retiré un premier prix. Et en 1913, ils ont retiré un premier prix. Donc vous devez, si vous êtes des Français amoureux de la liberté, de la justice et de la vérité, ayez le courage d'aller jusqu'au bout des choses. Vous savez qu'aujourd'hui, ma cliente est en train de vous dire « cette histoire est la mienne ». Et donc, le prix Goncourt, il ne le mérite pas. Il ne le mérite pas. Il faut le retirer. Pardon. Si maintenant, pourquoi Gallimard a peur? Et je vous dis, monsieur Gallimard, vous avez peur. Parce que si Daoud chute, c'est votre maison d'édition qui chute aussi. Et justement, mais Madame je dis, pardon, attendez, je dis encore, si vous avez de l'honneur et de la dignité, n'est-ce pas? Et si vous reconnaissez vos torts, parce que le monde entier maintenant est au courant de cette affaire, ayez le courage. Vous le premier, vous le premier de retirer. C'est sorti dans le New York Times. Oui, oui, je sais. Même les Américains sont saisis de cette affaire. Ayez le courage de retirer, avant qu'il ne soit trop tard, ce prix à cet imposteur. Younes Saber Cherif, pardon, Faisal. Younes Saber Cherif, toujours à propos de Gallimard, vous annonciez hier normalement que One TV allait porter plainte justement contre cet éditeur. Oui, et c'est en cours. Et d'ailleurs, Mokbil مهدي دار اضافه كيهضر لانه انا كنت جاي القضيه انه في ليليت فرونساز تحاول انها دائما تاطر وتروح الى اتجاهات معينه من اجل ضرب الجزائر وما حدث مثلا مع جون لوك ميلونشون في التشريعيات السابقه كيف انه كل وسائل الاعلام الفرنسيه اتهمته بالانتيسيميتيزم واتهمته بمعاداه الساميه مع انه الموقف تاعو كان واضح. فباش نولي انا الوان تي في ولا القناه تاعنا حنا كنا نستناو شويه احترافيه ونستناو شويه يعني نبهوهم على قضيه سعاده لانه في هذه الحكايه ويعطيك الصحه مدام اللي حكيتي على ربما كل التفاصيل هذه اللي تتعلق بحياه كمال داوود لكن اليوم لازم نفهموا ايضا بانه رانا امام سرقه ادبيه اولا وافشاء للسر الطبي. فهذه النقطتين يجب انه الصحافه الفرنسيه تتوجه لها وهي اللي تروح لها مباشره لكن اليوم انا نشوفوا بانه فيه توجيه l'acharnement le journaliste, l'avocat, Saad Arban, aucune compassion envers le régime. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Il y a déjà aucune compassion envers. Tant que la France ne prend pas exemple. On va en parler parce que ce matin, tout à l'heure, en début d'émission, on en a parlé. Tant que la France ne prend pas exemple sur les plus grands de ce monde, comme les États-Unis par exemple. Les États-Unis qui respectent l'Algérie et qui considèrent l'Algérie comme un pays pivot, que ce soit en Afrique ou dans le monde arabe. Tant que la France ne prend pas exemple avec les grands de ce monde comme la Russie ou comme la Chine, qui sont des partenaires stratégiques à l'Algérie. Tant que la France croit que l'Algérie reste un petit pays, ou pense que c'est un département d'outre-mer, tant que la France ne comprend pas que l'Algérie, elle est en train de faire trembler le Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis 2 ans, l'Algérie fait trembler le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un fait. Tant que la France ne comprendra pas tout ça, les relations entre l'Algérie et la France n'arriveront pas à évoluer. Elles n'arriveront pas à évoluer. Nous ne sommes pas un département d'outre-mer. L'Algérie est un pays démocratique, est un pays souverain. Nous ne sommes pas. Nous travaillons d'égal à égal avec tous les pays du monde. La France est la bienvenue si elle veut travailler avec de l'estime et du respect, mais pour nous considérer comme un acquis ou pour nous considérer comme un département ou un pays d'outre-mer, ce n'est pas possible. Et il faut que justement le gouvernement français se réveille et arrive à acquiescer, parce que malheureusement c'est une partie de la politique, de la sphère politique qui pousse à ce non-respect. C'est ça. À ce non-respect. C'est ça. Tant qu'on ne changera pas les mentalités, les relations bilatérales n'avanceront pas. Juste une phrase,
سي انكرويابل لاي درجه انه ما حبوش يخرجوا من هذه المقاربه وهذه العقليه تاع انه كما يقول مهدي اوني ان ديبارتمون ولا الحنين الى الجزائر اللي كانت في وقت الاستعمار. فاليوم فعلا الموقف السياسي الجزائري راه قوي جدا اللي يخلينا اليوم كاعلام نقدروا نواجهوا في هذه المواجهات. وايضا حتى اليوم الدوله الجزائريه راهي تتعامل ند بالند مع الدوله الفرنسيه في العديد من المواضيع. فاليوم فعلا يجب اعاده الاوراق الى مكانها وكل واحد يعرف مكانه وكل واحد يعرف مصر. Je voulais souligner seulement qu'il y a des médias français qui ont quand même parlé de l'affaire de Madame Saada. Ah oui, il y a Le Monde, Libération, Le Figaro, beaucoup de journaux. Des journalistes honnêtes. Et qui ont été choqués, Faisal. Choqués, et parce que je suis en contact avec certains journalistes. Parce que ce sont des vrais professionnels. Madame Benbraham, le doute est installé autour de Kamel Daoud. Et on m'a même dit que les ventes ne sont pas au top comme l'attendait Gallimard. Je voulais vous parler brièvement de Gallimard. Gallimard, il a obtenu 40 concours sur le 121 depuis 1903. Gallimard, la vice-présidente, la responsable de la lecture, Gallimard, elle est vice-présidente du jury Renaudot. Vous voyez comment Gallimard, la maison Gallimard, comment elle noyote ces jurys. Moi, ma question que je voulais vous poser, Madame Benbraham, la procédure est engagée en Algérie, vous avez déposé plainte, une double plainte. Est-ce qu'il y aura un mandat d'amener une convocation de M. Daoud qui est établi en France? Dans le cas où il ne répond pas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura un mandat d'arrêt international? Qu'est-ce qui va se passer dans la procédure prochaine? Alors, nous avons déposé plainte. Jeudi, j'ai eu l'information que le dossier a été transmis au procureur de la République pour qu'il présente ses réquisitions, s'il vous plaît. D'accord. Parce que l'article 46 dont parle justement Daoud, de la charte de la réconciliation, oblige le procureur de la République à déclencher l'action publique de son côté. Il l'a fait? Et bien sûr. Et bien sûr. Et sans aucun doute, la semaine prochaine, nous allons être convoqués pour confirmer notre plainte, c'est-à-dire dans les deux affaires. Après, le juge d'instruction va commencer à travailler. Il est certain qu'il va faire des commissions rogatoires pour récupérer le dossier, pour savoir qui traitait Saada, pour voir tous les certificats médicaux. Enfin, il va demander au directeur de l'hôpital qui peut lui-même, en cas de disparition, comme nous le soupçonnons de ce dossier, il peut se constituer partie civile. Et je voudrais dire à tous les citoyens algériens qui sont en train de m'écrire et les associations, elles peuvent toutes se constituer partie civile devant le juge d'instruction parce que c'est une insulte pour tout le peuple algérien. Donc elles ont le droit. Ensuite, l'affaire va prendre son cours. Ils vont convoquer Daoud parce que Daoud, s'il croit qu'avec une nationalité octroyée de 6 mois, il va nous imposer ses points de vue ou les points de vue des gens d'outre-mer, parce que c'est comme ça que je leur gifle, là il se trompe. Là il se trompe. La victime algérienne, son lieu de domicile algérien, les faits algériens, la juridiction algérienne, c'est celle-là qui fonctionne. Maintenant, le juge d'instruction va analyser, va travailler, va qualifier et va rendre une ordonnance. Cette ordonnance va nous renvoyer devant le tribunal. Donc, dans cette hypothèse, pendant l'instruction, il a dit qu'il était prêt pour aller vers la justice. On vous attend, monsieur Daoud. Venez nous contredire. Venez dire qu'on a menti. Venez faire plaisir à la France. Madame, il sera justement, pardon Younes, Kamel Daoud sera justement jugé par le tribunal d'Oran, Madame Benbraham. Bien sûr, c'est la compétence territoriale. On retourne justement du côté d'Oran pour retrouver Monsieur Ben Saada. Monsieur Ben Saada, est-ce que c'est une forme de guerre hybride menée aujourd'hui contre l'Algérie? Alors absolument. Actuellement, nous subissons une guerre de 4e génération, même je dirais même une guerre cognitive. Vous voyez par exemple quelque chose qui est impensable. Le Figaro a mis 3 pages sur Saint-Salle hier. C'est absolument incroyable. Tous ces médias qui sont en train de médire sur l'Algérie. De toute façon, les médias français n'ont jamais rien dit de positif sur l'Algérie. L'Algérie subit, d'après les normes connues, une guerre médiatique depuis plusieurs années.
de la part de la France et aussi de la part du Maroc, selon des normes bien établies, c'est-à-dire le nombre de publications négatives par rapport au nombre de publications neutres. Et donc, nous subissons actuellement une guerre médiatique, nous essayons de nous défendre comme on le peut, mais la quantité d'articles négatifs sur l'Algérie et cette en fait armada, parce que tous les médias sont du même avis, alors que normalement dans une presse qui se respecte, normalement on devrait avoir des doutes et avoir des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, des gens qui essayent de comprendre la situation. D'ailleurs, je fais un appel au gouvernement algérien. Le journalisme français est tellement minable que je ne vois pas pourquoi on envoie nos étudiants de journalisme faire des études supérieures là-bas. Vraiment, il faudrait arrêter cela. Le journalisme, les médias français sont de niveau tellement médiocre, tellement lamentable que je ne vois pas cet intérêt. Autre chose, j'aimerais juste continuer sur Kamel Daoud. Kamel Daoud, en 2014, il a écrit un article où il disait qu'il n'était pas solidaire avec les Palestiniens. Je rappelle qu'en 2014, il y a eu une tragédie. Il y a eu un bombardement massif des Palestiniens de Gaza. Il y a eu 2200 morts, dont plus de 500 enfants qui ont été morts. Et lui, il se dit qu'il n'est pas solidaire de la Palestine. Vous avez cité la lettre qu'il a écrite le 23 octobre 2023, lettre à un Israélien inconnu, donc 2 semaines après les événements du 7 octobre. Et quelque chose qui n'a pas été dit, c'est qu'il a écrit la postface d'un livre qui s'appelle « Un pogrom au XXIe siècle, Israël, 7 octobre 2023 ». Donc, tout cela montre son allégeance au lobby sioniste. Et je rappelle qu'en 2022, au festival du livre de Beyrouth, 3 membres de l'Académie Goncourt ont été accusés de sionisme. Je cite Pierre Assouline, Tahar Benjelloun et Éric Emmanuel Schmitt. Et ils ne sont pas allés à ce festival, donc un festival de livres, pour cette raison-là. Donc, vous ne pouvez pas gagner le Goncourt si vous ne faites pas allégeance au lobby sioniste. Très bien, merci Ahmed Ben Saada, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes auteur et analyste géopolitique, vous avez notamment travaillé sur le néocolonialisme et les guerres de 4e génération. Merci encore une fois. Younes Saber Cherif, je reviens vers vous, je vous ai un petit peu coupé la parole tout à l'heure, allez-y. Non, أنا نحكوا على التداعيات السياسية تاع القضية، لكن لازم نحيوا سعادة عربان على الشجاعة تاعها مرة واحدة أخرى وعلى زوجها اللي وقف معها. أنا مازال ننتظر فعلا في البريد الإلكتروني تاعي أنه كمال داود يبعث لي الميل. فعلا أنا أنتظر لأنه شفت بأنه جاوب فرونس 5، فما عرفتش إذا هذه قلة احترام لنا ولا احترام لنا ما جاوبناش. فنستنى الإجابة باش يجاوبني باش يعطيني الرواية تاعو. وأيضا أنا حاب نقول بأنه الجزائر اليوم فعلا فازت بمعركة إعلامية، لأنه منذ البداية، منذ نشر الحوار، أشكر دايور ال24 اللي كانت من أول قنوات اللي تحدثت حول القضية، فيما بعد للأسف القنوات الأخرى ما استوعبوش يعني حجم القضية. فأنا اليوم نحيي ال24 على هذه النقطة. فيما بعد اليوم الجزائر نقلت هذه لا فيرسيون تاع سعادة عربان إلى فرنسا. اليوم القصة راهي في ذا جارديان، راهي في البي بي سي، راهي في نيويورك تايمز. ففعلا اليوم نقدروا نفتخروا بالإعلام الجزائري اللي قدر اليوم أنه يسمع صوت طفلة اللي واحد ما كان يسمع بها في وهران. كانت خايفة في البداية، اسمح لي فيصل، كانت خايفة في البداية أنها تتحدث وواحد ما يسمعها. فالونجاجمون اللي دارت لها القناة اللي نخدم فيها والفريق اللي خدم معها أنه سعادة ما راكيش وحدك، كان دي زافوكا، كان جزائريين، كان اعلاميين. كان 47 مليون الجيريان معاها. بارك الله فيك. 47 مليون الجيريان معاها. Allez-y Faisal, et ce sera la dernière question. معليش مهدي، كمل داود multiplie les déclarations ces derniers jours, notamment à l'université de Genève, l'Institut de Sciences Po, Paris, où il enseigne là-bas, et il tente de répondre, mais par des petites phrases. Je demande ce qu'il enseigne, il a fait une licence en lettres. C'est une grande question. Ni une licence de sciences politiques, c'est une chaire. Ni une licence de journalisme. Voilà, ça c'est dit. C'est une question que je voulais vous poser.
Parce qu'il n'a même pas répondu à une question à un journaliste professionnel qui s'appelle Mohamed Zawi, qui partait à l'Institut du monde arabe. Il lui a posé la question, Tout à fait. il ne lui a pas répondu, et l'animateur lui dit c'est hors sujet, donc il ne veut pas parler de cette affaire. Ma question, est-ce que vous allez engager des poursuites pénales en France après le dépôt de plainte en Algérie, dans le futur? Je garde mes armes. Je ne les donne ni à Gallimard et encore moins à Daoud. Mais ils entendront parler de moi, c'est certain. Très bien. Et c'est sur ces mots. Vous êtes très bien, merci Maître Ben Brahim. C'est sur ces mots qu'on va clore le débat. Merci Maître Ben Brahim d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je voudrais ajouter une chose, si c'est possible. Allez-y, très rapidement. Je voudrais dire qui est Daoud. À 14 ans, il faisait le prêche dans son école, dans son lycée. Et à cause des prêches incendiaires qu'il faisait, plusieurs de ses camarades sont allés au maquis et ne sont jamais revenus. Ils sont morts. Plus tard, il a continué à flirter avec les mouvements islamistes. Avec le Front islamique du salut. Voilà, avec le Front, il était libre. Il faut dire les choses. Il a été. Non, maître. Il faut dire les choses, on se dit les choses sur ce plateau. C'est notre doctrine ici. Il était membre du Front islamique du salut et c'était un partisan intégriste notoire, connu sur la place d'Alger comme un partisan intégriste notoire. Mais pourquoi je dis c'était son droit? Parce que le parti du fils était un parti régulier et donc il pouvait aller là où il voulait. Simplement, après, comme c'est un versatile, il change de veste. Et une journaliste l'interroge et lui dit « Qu'est-ce que vous avez retenu de la décennie noire ?» Nous en avons parlé tout à l'heure et je lui ai dit, monsieur Daoud, rappelez-vous, nous avons votre enregistrement, viendra le jour où on va vous y opposer à ce... Il dit, eh bien ce que j'ai retenu, c'est le sexe, les femmes, l'alcool, le vin et les soirées endiablées. Vous l'avez dit, c'est retenu contre vous et c'est une preuve pour moi. Très bien, merci Maître Ben Brahim d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Encore une fois, merci à vous également, Younes Sabr Cherif. J'espère qu'on aura l'occasion de vous inviter une autre fois. On tient à féliciter le travail de Maître Ben Brahim et le travail exceptionnel journalistique de notre confrère qui a fait un travail magnifique. Donc bravo à vous deux. La suite de notre émission dans quelques instants. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre pour cette dernière partie d'Hebdo Show. On s'intéresse maintenant, Mahdi, à la CPI, la Cour pénale internationale, qui a émis des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans les territoires palestiniens occupés à Gaza, Nassima. Oui, tout à fait. Pendant que la machine de la mort, elle tourne à plein régime avec toutes les destructions des derniers jours, mais aujourd'hui aussi sur Beyrouth, la capitale, notamment le cœur de Beyrouth qui est le Basta, qui a enregistré plus de 25 martyrs de morts et une centaine de blessés. Au dernier bilan, notamment à Gaza, c'est le même scénario qui se reproduit, c'est la destruction, les enfants, les chiffres encore qui deviennent, je crois, aujourd'hui beaucoup plus des statistiques que de l'empathie. Cette décision de la Cour pénale internationale qui est tombée comme une foudre sur Benyamin Netanyahou, le qualifiant de crime de l'humanité et de génocidaire, qu'il refute complètement et qu'il qualifie de scandaleux, auquel ça lie aussi Biden, alors que lui aujourd'hui il est hué au sein même de la Knesset cette semaine, ainsi que les opposants. La situation est dramatique, effectivement, et cette décision qui est qualifié d'historique par tous les observateurs et les politiciens qui défendent la cause juste de la région. D'ailleurs, l'Algérie était la première à la saluer parce qu'elle y va aussi de l'initiative de l'Algérie qui a été à l'origine de cette procédure contre les crimes de guerre. Donc aujourd'hui, et qui ont pris, c'est une première que le pape François, dans
son ouvrage, il décrit la situation à Gaza de génocide. D'ailleurs, il lui a répondu Benjamin Netanyahou en qualifiant ces déclarations de scandaleuses. Donc, pour vous dire aujourd'hui que Benjamin Netanyahou, aujourd'hui, avec le groupe qui l'entoure de criminels et de sanguinaires, l'étau commence à se resserrer sur lui. Bon, après, lui. Benjamin Netanyahou a dit quand même qu'il n'allait pas céder à la pression de la CPI. Et la question qu'on se pose, Faisal, c'est est-ce que les pays donc membres de la CPI vont justement respecter ces mandats d'arrêt et l'arrêter une fois qu'il sera sur leur territoire? Oui, Netanyahou a qualifié même la Cour pénale internationale d'antisémite. Exactement. Donc on place l'antisémitisme partout. L'évolution historique de Sima dans cette affaire, c'est que Netanyahou et Gallant, normalement il y a d'autres responsables, d'autres criminels. Ils sont poursuivis pour crimes contre l'humanité. Ça nous rappelle le procès du Nuremberg, parce qu'à l'époque, les crimes contre l'humanité, c'était contre le régime nazi, qui a commis la Shoah ou commis le massacre des Juifs. Pour répondre à votre question, nous aide le statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale. Il y a 124 pays qui sont membres, ils sont obligés d'arrêter la personne qui est obligée de poursuivre. Mais Viktor Orban dit qu'il ne le fera pas, par exemple. Oui, parce que c'est l'extrême droite qui est encore en train de s'asseoir sur la poitrine de l'Europe, parce que Orban est très proche aussi de l'extrême droite et également l'extrême droite sioniste. Oui, il y a des pays, par exemple l'Espagne a dit qu'elle va arrêter, la Norvège, l'Irlande et d'autres pays. Donc c'est un vrai problème pour Netanyahou qui voit donc son mouvement se rétrécir à travers le monde. Ouais. Moi, je crois qu'Israël a perdu la guerre. Et je crois que si vous interrogez toutes les armées du monde, qu'elles soient suréquipées ou non, lorsque la peur a envahi le cœur du peuple, c'est que la guerre, elle est perdue. Et les Israéliens aujourd'hui sont de plus en plus nombreux, alors les médias mainstream n'en parlent pas, mais de plus en plus nombreux à plier bagages, à rentrer chez eux, parce qu'ils sentent bien qu'ils ont perdu cette guerre. Très bien. Voilà donc pour ces mandats d'arrêt émis donc par la CPI contre Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant. Restez avec nous. Et on va parler football et de notre équipe nationale. Pour en parler, Sid Ahmed Khadis nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir Noël et bonsoir à tous. Nariman Zikar est également avec nous. Salut Nariman. Bonsoir Nouhed. Alors oui, on va parler foot ce soir. On vous emmène au cœur de la capitale du Djurdjura, Tizi Ouzou, qui s'est paré dimanche dernier des couleurs nationales pour accueillir la rencontre Algérie-Libéria qui est comptée pour les qualifications pour la CAN 2025. Alors outre le magnifique 5-1 que nous a offert notre sélection nationale, ce qui nous a frappé lors de cette rencontre, qui je le rappelle était sans enjeu, c'est l'engouement et la ferveur populaire ainsi que l'esprit de patriotisme des supporters algériens qui ont rempli les gradins de ce stade récemment inauguré et qui ont décidé de chanter tous ensemble d'une seule voix l'hymne national. On regarde d'ailleurs cet extrait. Alors bon, personnellement c'est une vidéo qui me donne la chair de poule, mais c'est également une vidéo qui fait taire et qui donne un grand coup à la propagande et à la désinformation orchestrée par certaines organisations terroristes et des médias dirigés par des officines ouvertement hostiles à l'Algérie. Preuve, Sid Ahmed, que les Algériens sont unis et illustration que le football est et reste un puissant vecteur de rassemblement national et aussi de mobilisation en Algérie. Exactement, Nariman. D'ailleurs, nous étions présents au stade et
Le mot qui ressort à chaque fois, c'est historique. C'est historique ce qu'a réalisé notre chaîne Al24 avec un plateau au cœur même de ce magnifique stade. C'est un bijou architectural, il faut le dire aujourd'hui clairement. Et c'est au-delà de l'aspect sportif et de l'aspect footballistique et du match, c'est un message fort que renvoie le public algérien et le peuple algérien aussi en tant que pays avec des ancêtres modernes comme ce stade magnifique de Hussein Aït Ahmed et comme ce qu'il y a eu auparavant avec le stade d'Oran et Miloud Hadfi, il y a eu aussi le Nelson Mandela Braqi. Donc aujourd'hui, c'est un message fort que renvoie le public algérien à tous ses détracteurs. C'est une gifle donnée par notre pays et notre public en fonction de ce qui pourrait se faire à l'avenir et un avenir très proche pour le sport algérien et le football en particulier. Vous parlez justement de la beauté de ce stade, on l'a vu, donc c'est un stade qui, un bijou architectural pour reprendre vos mots, et qui a la capacité d'accueillir plus de 50 000 téléspectateurs, 50 000 personnes, spectateurs, oui, pas téléspectateurs. Oui, c'est l'habitude. Oui, c'est la télé, c'est l'habitude. Depuis son premier mandat, on l'a remarqué, le président Abdelmajid Tebboune a accordé une très grande importance à la jeunesse et au sport avec la construction de plusieurs infrastructures à travers le territoire national aux normes internationales. On se rappelle par exemple des événements sportifs majeurs qu'a pu accueillir l'Algérie ces dernières années, notamment le Chan ou encore les Jeux méditerranéens. Tout à fait, vous faites si bien de le dire. Ce stade a été inauguré par le président de la République en juillet dernier, qui avait connu pas mal de retard, notamment dans les travaux et les avancements. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a pris en main le dossier et a inauguré ce stade au mois de juillet dernier, ce qui a permis à l'Algérie aujourd'hui, d'ailleurs il faut le savoir, la wilaya de Tizi Ouzou aujourd'hui est la 10e wilaya à accueillir l'équipe nationale, ce qui nous donne un peu une panoplie assez intéressante de par les stades et les différentes enceintes qu'il y a aujourd'hui dans le pays. L'équipe nationale, on avait l'habitude qu'elle se produise et qu'elle joue uniquement au stade de Moustapha Tchaker de Blida. Donc aujourd'hui, on le voit ces derniers mois, l'Algérie à chaque date FIFA va dans certains stades, dans certaines régions du pays, à Oran, à Annaba, à Alger, aujourd'hui à Tizi Ouzou pour une première. Donc ce qu'il faut souligner aussi, c'est l'impact que pourrait avoir on va dire, cette sorte de mouvement aligné à ce que le président de la République a voulu mettre en place. Il a toujours souligné l'esprit de bonté et l'esprit sportif qui pourrait en découdre de pas mal d'infrastructures aujourd'hui dans le pays. Et je pense que c'est de bon augure pour la suite, notamment les événements majeurs, comme vous l'avez si bien souligné. À chaque fois qu'il y a eu défection de certains pays dans le continent, l'Algérie a répondu présente avec le Chan, où nous avons couvert l'événement. Les Jeux méditerranéens, nous étions présents aussi. Donc aujourd'hui, les Jeux arabes aussi, il y a eu les Jeux arabes en Algérie. Tout à fait, les Jeux arabes, il y a eu les Jeux africains à un moment donné. Donc, peut-être la nomination d'un ministre qui est en charge uniquement des sports. Justement, on peut merci pour la transition, Faisal. Merci pour la transition. Merci beaucoup pour la transition. On peut dire que ça ouvre un peu une nouvelle ère de l'Algérie dans le domaine du sport en tout cas, notamment avec la nomination d'un ancien président de la Fédération algérienne de football, Walid Saadi. Un actuel président, il est encore président. Mais il est ministre aussi. Il est non, mais il est toujours président de la Fédération. Oui, c'est ça. Dans le nouveau gouvernement de Nader El-Arbaoui. Exactement. Suite au remaniement ministériel qui a eu lieu lundi dernier, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a nommé cette fois-ci Walid Saadi, actuel président de fédération aussi. Un an après son élection à la tête de la présidence de la Fédération algérienne de football, il passe un cap. Et ça rejoint un peu une politique sportive qui veut mettre en place les intérêts de l'Algérie. Parce que, vous l'aviez si bien dit au début, il y a des lobbies aujourd'hui, il faut le savoir, notamment lors d'événements sportifs continentaux. Aujourd'hui, sur le continent africain, il y a la CAF, il y a des lobbies, il y a des coulisses qui font en sorte que ça veut nuire à l'Algérie, ça veut atteindre l'Algérie par tous les moyens. Et il y a aujourd'hui une politique qui est mise en place, il y a une stratégie de la part de la présidence de la République, notamment le président Abdelmajid Tebboune. Je pense que Walid Saadi, faut juste le rappeler que Walid Saadi ne vient pas de nulle part. C'est-à-dire que Walid Saadi est passé par pratiquement toutes les cases dans le football. Il était manager à l'époque de Mohamed Rawara à la Fédération algérienne. Il est passé président de l'entente de Sétif. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien les rouages de ce sport.
Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui va appuyer ces décisions, notamment qu'il a présenté sa candidature au COMEX pour mars prochain. Donc je pense que ça va faire en sorte que l'Algérie retrouve un certain poids au niveau continental et notamment sur les instances comme la CAF et au plus haut niveau, la FIFA qui, elle, c'est, on va dire, le sommet de la pyramide. Justement, Mehdi, Faisal, l'Algérie démontre encore une fois par ses infrastructures et par son engouement populaire autour de sport, sa capacité à organiser de grands événements sportifs et de grandes compétitions, que ce soit continentales ou internationales. Écoutez, quel symbole, quand moi je vois les images qui sont derrière nos écrans, quel symbole dans ce stade, comme l'a si bien dit Sidi Ahmed, ce joyau architectural du stade Hossein Ait Ahmed de Tizi Ouzou. Quel nom, voilà, exactement, quand vous voyez l'engouement pour un match sans aucun enjeu, parce que l'Algérie était déjà qualifiée, était déjà première de sa poule, donc il n'y avait pas d'enjeu spécifique, ce n'était pas un match à couteau tiré où il fallait absolument gagner, où il y avait à la fin une qualification, quoi que ce soit, il n'y avait pas d'enjeu, qu'on gagne, qu'on perde, qu'on fasse match nul, on était qualifié pour la CAN 2025. Donc voir des femmes, des enfants, des familles avec des drapeaux algériens en voiture, en voilà, avec une hymne chantée par plus de 50 000 personnes de tuto, je trouve ça juste exceptionnel. On a aussi le stade de Douala du Mouloudia d'Alger. Elle est à Mar. Exactement. On a le stade de Oran qui est en train justement d'être... Le stade Nelson Mandela à Valari. Le président Abdelmajid Tebboune a donné un nouvel essor aux constructions et à l'infrastructure sportive pour justement que l'Algérie reprenne sa place comme elle était, il fut un temps, une pionnière dans le monde sportif continental et mondial. Et je peux vous assurer qu'avec des instruments de qualité comme tous ces stades-là, comme tous ces infrastructures, on va y arriver avec un Walid Saadi qui est un homme du métier, parce que quand tu mets un ministre des Sports qui est un homme du métier, qui connaît, comme l'a si bien dit Sidi Ahmed, les coulisses, qui sait avec qui parler, comment convaincre, et qui connaît le rouage interne, eh ben, tu donnes une plus-value, une énorme plus-value au pays et au sport. Qui est, comme chez nous, une seconde religion qui est le football. Et on espère que l'Algérie pourra accueillir très prochainement une Coupe d'Afrique des Nations et pourquoi pas une Coupe du Monde. Justement, juste pour parler de ça, pardon Faisal, juste pour parler des nominations aujourd'hui au niveau de la CAF pour l'attribution des Coupes d'Afrique des Nations, on se pose mille et une questions parce qu'aujourd'hui l'Algérie est dotée de toutes les infrastructures nécessaires. Quand on voit des pays qui n'ont pas encore ces infrastructures et qui décalent les... On doit rentrer l'antenne. Voilà. Je suis désolée, on doit rentrer l'antenne. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à vous tous d'avoir été avec nous ce soir. Très bonne soirée. Pour la première, ce ne sera pas la dernière. Voilà, exactement. À très bientôt. Merci.